Bonjour à vous tous. Il y en a vraiment tout autour. Donc ça va pas être facile. Je vais essayer de vous regarder tous, mais c'est pas évident. Du coup, pour situer des vieilles installés, il y en a des personnes qui sont installées depuis un petit moment. C'est-à-dire depuis plusieurs années, vous représentez combien à peu près pour situer? Je travaille avec quelqu'un qui est installé depuis longtemps, mais c'est pas tellement. D'accord. On est 2, 3, 4, 5, 6. Sans modestie, je veux dire 2-3 ans que vous faites le jardin, que vous faites un jardin conséquent pour vendre ou pour autre chose. C'est pour situer à peu près 4, 5, 6. Et après, les autres personnes, vous êtes des porteurs de projets pour la plupart, c'est-à-dire que vous avez l'intention de vous installer pour faire du petit maraîchage en vente directe. C'est ça pour la plupart d'entre vous. Donc la majorité des gens, en fait, vous êtes dans le début de la découverte du métier. C'est ça le truc, c'est-à-dire que vous êtes en reconversion et soit vous avez pratiqué un peu de jardin pour vous dans un coin, soit même vous n'avez pas fait ça et vous avez l'envie de tenter l'aventure, de vous installer et de trouver un petit coin de terre dans lequel, je suppose, vous n'allez pas retrouver ce que vous aviez avant. C'est-à-dire vos vies professionnelles avant qui peuvent être un peu moroses, un peu pas avec l'éthique que vous vouliez, ou peut-être trop chronophage, ou trop coupé de la nature, hein, ou pas assez créative. Non, c'est à peu près. Non, c'est pour. Je pose ces questions pour voir à peu près qui c'est que j'en face de moi. Et que je ne fabule pas en fait sur qui vous êtes, même si je vais fabuler quand même. Parce que j'imagine qu'il y a des gens différents. On n'est pas encore dans la société transhumaniste plutôt sécurisante où on sera tous pareils. Où je pourrais m'adresser à un et je m'adresserai à celui qui est derrière. Mais là, le problème c'est qu'on se reproduit sexuellement encore. Donc là c'est un vrai problème. Et ça crée un putain de brassage qui fait que c'est pas difficile de gérer un groupe. Mais bon, on va faire avec ça. On va faire avec la nature. Donc voilà, l'idée que je me fais, et c'est un peu expérimental. Ce que je remarque au niveau de l'agriculture en général, c'est que le caractère, on va dire, purement technique, avec des internet et compagnie, c'est quelque chose quelque part qui est un peu évident dans l'apprentissage du maraîchage. C'est-à-dire de comment il s'appelle, d'avoir des techniques précis, je vais mettre la matière organique, poser une bâche, semer à telle date. Donc ça c'est bon à savoir. Mais après, ce que je me rends compte, moi, dans mon expérience personnelle de maraîcher, c'est qu'il y a aussi toute la partie dans laquelle je m'investis moi en tant que personne et qui je suis là-dedans en fait, et comment je vais pouvoir me ressourcer de ce que je fais et pas me contenter juste de la rentabilité ou de l'efficience technique de mon lieu ou de la probité avec un marché ou de la réponse à une filière. Enfin, vous voyez un peu ce langage qui est très courant dans le monde agricole, dans lequel j'ai baigné et que je baigne encore et qu'on est obligé de baigner pour pouvoir tirer des thunes et réussir à être plus ou moins libre. Mais des fois, on oublie que la personne, elle cherchait aussi peut-être un endroit où elle s'apaise, un endroit où elle se sente bien, un endroit où elle cultive de la beauté, enfin, au sens beauté que ça lui plaît, l'endroit où elle est, qu'elle se sente bien, qu'elle trouve ça beau, que ce soit des endroits ou touffu, peu importe quoi. Mais pour ce faire, il faut être au clair avec ce que l'on veut mettre en place, les moyens qu'à notre disposition, tant au niveau des compétences techniques, des compétences physiques, c'est-à-dire on n'est pas tous lotis de la même force physique. En fait, il y a des gens, je vais me citer un peu comme moi, qui sont un peu taillés pour aller faire la guerre. Enfin, je veux dire, c'est avec en plus un chapeau de curé, je vais tout sacrifier pour sauver la bio, machin bidule. Et puis des gens qui sont totalement différents de ça, mais qui ont quand même le droit de faire du jardin et compagnie. Et du coup, le jardin jusqu'à présent, il a plutôt sélectionné du légionnaire que de la dentelle en fait. C'est un peu dans les profils et je trouve ça fort regrettable parce que sur les paysages, ça a des conséquences graves. C'est qu'on se retrouve dans des paysages qui font plus de la dentelle en fait, qui sont plutôt légion de production, légion de rentabilité, légion de, vous voyez, de tout ça, quoi. Mais néanmoins, c'est aussi une réalité, c'est qu'il faut avoir cette force un peu, on va dire, cette force d'effort, parce qu'on a un métier à faible valeur ajoutée, donc on gagne peu d'argent par rapport à ce qu'on vend,
comparé à d'autres métiers où vous aurez plus de valeur ajoutée. On n'a pas de sécurité d'emploi, on est seul dans le jardin souvent, on a des passages de stagiaires mais des fois on peut être seul. On n'a pas de collègues sur lesquels on peut aller se réconforter quand on a un problème parce qu'on est seul. Et au niveau de l'appui technique, c'est difficile d'avoir un appui technique qui correspond à nos vrais besoins. Et donc effectivement, il faut quand même une certaine force pour pouvoir tenir ces choses-là, une certaine... Alors quand je dis force, je ne parle pas de brutalité, quoi. C'est-à-dire la force peut être brutale, mais la force peut être aussi douce. Et du coup, et c'est plutôt de cette force douce que j'aimerais qu'on parle ensemble, comment en fait on peut aller à la rencontre d'un lieu avec son projet, une réalité économique et la qualité du lieu. Vous voyez comment le lieu en fait on va le mettre en valeur. Donc voilà un peu ce que je vais essayer de faire. Alors je peux vous dire que je m'écoute en parlant et que et qu'en fait je débobine un truc que je découvre. Même si c'est et donc en moi il y a deux personnages, quoi. Un personnage comme vous assis et le personnage qui essaie de se dire qu'est-ce que je vais faire de tout ça dans l'heure qui suit, parce que là, et que je ne les pompe pas trop dans quelque chose de lyrique, et qui est quand même quelque chose de pratico-pratique au bout du compte, mine de rien. Même si le caractère lyrique est important, il faut quand même garder le sens du paysan, en fait, c'est-à-dire à un moment donné, pour ne pas amener le petit poucet dans la forêt avec des cailloux, il faut quand même remplir la gamelle, quoi. Et du coup, pas abandonner sa famille à un moment donné parce qu'on n'a pas réussi à générer de l'argent. Donc voilà, là on a des outils qu'on m'a donnés. J'avais demandé une bêche, mais j'ai plus. J'ai une tarière et une gouttière. Donc ça, la gouttière, je ne sais pas trop, mais enfin, en tous les cas, j'ai une gouttière. Je ne connais pas cet outil. Peut-être ceux qui me l'ont amené me diront ce qu'on peut en faire. Ah, peut-être pour mettre la carotte comme là. Oui, c'est ça. Et on a la bêche. Donc quand on arrive dans un lieu comme ça, et qu'on peut imaginer que c'est son jardin, c'est-à-dire on peut imaginer par exemple qu'on va s'installer ici, une fois qu'on aura viré les sportifs. Parce que si on fait un jardin qui a les sportifs, ça ne va pas le faire, quoi. Et du coup, on va se retrouver confronté à une situation, c'est le lieu, il faut qu'il nous parle en fait. Il faut qu'il nous dise un peu qui on est. Et donc le lieu, on va pouvoir le diviser en plusieurs endroits d'études. Bon, il y en a une fondamentale qui est quand même, est-ce que le lieu nous plaît? Parce qu'il faut savoir que quand on va être maraîcher, moi ça fait 24 ans que je suis dans un lieu, et donc s'il ne vous plaît pas, par exemple vous n'aimez pas l'autoroute, vous n'aimez pas les voisins, vous n'aimez pas la montagne à côté parce que vous avez horreur du froid, et vous êtes là paysan, avec un endettement de remboursement du lieu, ça peut être un peu lourd à porter au bout d'un moment, quoi. C'est-à-dire que ça va devenir une vraie pression. Donc vous avez ce rapport au lieu qui j'appelle, qui est le coup de cœur en fait, c'est-à-dire il y a quelque chose qui dit je me sens bien, je le trouve beau le lieu. Dans la mesure où on peut le trouver, c'est important. Vous avez la nature, on va dire la nature naturelle du lieu, c'est-à-dire le fait que le lieu, il a un sol, un climat, une exposition. Et vous avez le lieu qui est en relation avec le monde des humains et donc qui a des infrastructures. C'est-à-dire j'ai un village à côté où je ne l'ai pas, c'est-à-dire j'ai une zone de vente potentielle à 1 km, à 10 km, à 100 km. Tout ça, ça va être déterminant. Et ensuite, le lieu en lui-même, en fait, est-ce qu'il est accessible avec des transports modernes? C'est-à-dire que est-ce qu'un camion peut arriver jusqu'au lieu, grosso modo? Ou est-ce que je vais finir à pied et je vais faire 20 km, enfin je vais faire 2 km à pied après avoir garé ma voiture, mais je suis dans un super joli lieu. Et, enfin, je sais pas, pour moi, peut-être que vous, c'est moins explicite pour vous, mais moi je suis du Piémont des Pyrénées. Et du coup, vous pouvez vous retrouver, vous garez votre voiture dans un parking et vous finissez à pied sur 2 km. Et effectivement, le lieu est super beau. Mais après, ça va avoir des conséquences. Ensuite, ce lieu, c'est aussi un lien avec tout ce qui est réseau d'eau, réseau électrique, réseau Wi-Fi, enfin tous les réseaux possibles imaginables pour maintenir un lien. Et ensuite, c'est la vie, on va dire. Est-ce que ce lieu, en fait, il y a une vie associative ou pas à proximité de chez vous qui correspond, grosso modo, à ce que vous aimez en dehors de gratter les légumes? C'est-à-dire que, je sais pas moi, si vous aimez faire du yoga et puis qu'il faut faire 200 bornes pour arriver à faire du yoga, il va y avoir un moment donné où si vous avez des enfants et qu'en fait
vous n'avez rien à leur proposer d'autre que de vous regarder travailler le jardin. Ou enfin, vous voyez, tout ça, ça fait partie de l'approche du lieu. Donc du coup, dans un premier temps, ce qu'on va commencer à regarder, c'est en fait quand on est dans un lieu comme ça, et la chose qui va être vraiment déterminante et archidéterminante, en fait, c'est la qualité du sol. Ça va être le premier indice, après qu'on aime le lieu, ça va être le premier indice qui va être un facteur limitant incontournable, quoi. Si vous avez un sol qui ne correspond pas à la qualité de ce que vous voulez faire, en l'occurrence, je suppose que pour tout le monde c'est les légumes, il n'y a pas de plante médicinale ou... Si, plante médicinale, donc les besoins sont moins importants pour le médicinal, voire même à la limite les sols maraîchers ne sont pas très bons pour les plantes médicinales parce qu'ils sont trop vigoureux et du coup la plante est trop grasse et elle ne produit pas assez d'huile essentielle et compagnie. Et du coup, ça va être... Mais si vous êtes sur vouloir faire des légumes, le légume en fait c'est un peu c'est celui qui est le plus exigeant de toutes les plantes que l'on cultive. Vous avez légumes, fruits, céréales, élevage, vignes et puis plantes médicinales en fait, en termes de fertilité des lieux, vous voyez. Et du coup le légume c'est vraiment l'endroit, c'est l'endroit coucouné en fait, c'est un peu le salon de la maison quoi en fait, c'est pas le cellier quoi, c'est l'endroit où vraiment il va y avoir tous les éléments pour que ça pousse en fait. Et donc un des éléments majeurs de comment on appelle ça, de la dynamique du lieu, dans un premier temps, ça va être la qualité du sol. Donc dans le sol, vous avez deux grandes observations. La première qu'on appelle l'observation génétique, et on appelle ça la texture. Donc c'est la composition en matière, en limon, argile et machin bidule. Donc ça c'est immuable, ça ne bouge pas. Vous avez, si vous avez une texture limono-argileuse, sableuse ou quoi que ce soit, en fait ça vous le faites une fois et vous en avez pour les années à venir. En fait ça ne bougera pas quoi. Mais néanmoins c'est majeur en fait de connaître ça. Et après vous avez un autre élément qui est fondamental dans le sol, et qui lui par contre peut évoluer selon les pratiques culturales, c'est la structure. Et donc ces deux éléments, il faut bien les différencier. Donc je ne sais pas où vous en êtes pour différencier ce vocabulaire, je me permets de le redire, et j'ai de plus en plus chaud. Donc je ne me dénuderai pas plus, rassurez-vous, je tombe de plus en plus d'éléments. Et je fais la pub pour Champion. Donc Et du coup, la texture, donc c'est la génétique du sol. La structure, c'est un peu ce qu'on a fait de la génétique du sol. Et donc, c'est un peu dans la texture, vous avez le potentiel du sol. Dans la structure, vous avez ce que vous pourrez révéler du potentiel. Le potentiel du sol, il est établi. C'est quelque chose de statique. C'est un peu comme dans une personne, tout être vivant, il y a un potentiel génétique. Et du coup, ce potentiel, il a ses limites, mais il a quand même des limites hyper importantes. La structure, on va dire, c'est l'appareil pédagogique qui permet à exploiter, au sens noble du terme, mettre en valeur la qualité, on va dire, génétique ou la qualité fondamentale d'un endroit, quoi. Et du coup, il faut bien être au clair de ça. Si vous avez une mauvaise texture, vous allez vous retrouver à jamais pouvoir exprimer un potentiel parce qu'il n'est pas là en fait. Et vous aurez beau mettre beaucoup de matière organique, vous aurez beau faire beaucoup de couverts végétaux, vous aurez beau faire... vous allez partir avec comme on dit, avec des cailloux dans les chaussures. Et du coup, ça va vous amener à, des fois, peut-être, dépenser plus d'argent pour arriver au même produit que si vous aviez pris le temps de trouver un sol en mettant plus d'argent qui avait la texture qu'il fallait, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le truc c'est le truc dans la mesure où on peut, et c'est toujours pareil, trouver de la terre c'est difficile, mais des fois attendre un peu, ça peut tout changer. C'est vraiment le truc qui peut être un facteur limitant, même avec de bonnes compétences techniques de maraîcher, même avec un potentiel de vente important, même avec une force morale et physique importante. Si le lieu ne veut pas le faire, vous vous essoufflerez, et j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose.
Moi, mon problème, moi, c'est l'autre paramètre du lieu, c'est le climat, quoi. C'est l'exposition et le climat. En fait, c'est des facteurs ultra limitants et c'est vraiment très, très, très usant. Donc, un sol, on le rencontre, avec deux manières. Donc, la première manière, ça va être déjà d'observer ce qui pousse dessus. Ce qui pousse dessus va vous donner des indices de ce qu'est le sol à l'instant T, mais qui ne vous dira pas ce que le sol peut devenir en fait. Mais à l'instant T, ça va vous donner plein de lectures. Et ensuite, vous avez la bêche, donc je vais te retirer, je suis désolé, tu ne peux plus t'appuyer. Et du coup, c'est moi maintenant, je vais pouvoir m'appuyer. Et du coup, vous avez la bêche qui, elle, permet d'aller voir en profondeur ce qui se passe, puisque le sol, c'est avant tout de l'épaisseur, et pas tellement de la surface. Et du coup, il y a un besoin d'aller explorer l'invisible au prime abord, et de le rendre visible uniquement en faisant un trou, en perforant, quoi. Donc tout ce qui est profil de sol, tout ce qui est solum, c'est-à-dire arriver à faire carrément un profil pédologique, aller mesurer vraiment la nature du sol jusqu'à sa plus grande profondeur, va nous donner des indices sur le sol dans sa génétique, dans sa qualité, dans sa qualité, dans son potentiel en fait. Donc les éléments qui vont permettre d'analyser le sol sans rentrer dans une analyse numérique avec une analyse chimique que moi je ne sais pas lire, vous avez tout ce qui est du domaine en fait de ce que vous allez éprouver quand vous allez ouvrir le sol en fait. Donc ces choses-là en fait, c'est vachement du toucher en fait, c'est vachement de la mise en relation de soi avec la terre en fait. C'est par exemple, quand je rentre ma bêche, je suppose que comme chez moi il a plu ici, donc si j'ai du mal à rentrer, ça ne viendra pas du fait que la terre est sèche, quoi. Donc ça viendra du fait qu'en fait j'ai quelque chose qui est dur à rentrer. En sachant que forcément, si j'ai une bêche complètement émoussée, ça peut venir de la bêche qui est émoussée, évidemment, quoi. Mais si vous avez une bonne bêche comme celle-là, normalement elles sont faites pour rentrer, ces bêches-là. Et du coup, là, quand je plante ma bêche, en fait, je sens qu'il y a un peu de résistance, donc il y a un peu de compactage, mais malgré tout, ça rentre à l'intérieur. Au bruit, quand je gratte à l'intérieur, le bruit de la pelle, elle a tendance à crisser. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous n'avez pas que des argiles. Les argiles, ça ne crisse pas. Parce que comme c'est des matières super fines, l'argile, en fait, elle ne fait pas ce bruit de comme ça. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas qu'une seule hauteur. Donc du coup, je ne fais pas le con de casser la manche de la bêche qu'on m'a prêtée. Tout de suite. Surtout qu'il est en plastique. À la fin, ouais. Donc voilà, ouais, je me souviens quand j'étais jeune, les vieux me disent oh, t'as pas écouté le manche chanter. Non, j'ai pas écouté, c'est vrai, j'ai pas écouté, il a cassé. Et donc le nombre de manches de masse que j'ai cassé ou de trucs avant d'entendre chanter le manche. Et du coup voilà, ouais. Donc si vous voulez ouvrir un sol, en fait forcément pour faire un profil, il faut être pas ambitieux, c'est-à-dire y aller doucement. Le fait de rentrer à plusieurs endroits, ça donne toujours des indices. J'ai ma couverture végétale qui m'indique aussi des choses, là, quand je la regarde. Je me dis, le foot et le maraîchage, c'est pas compatible. Je pense, quand je vois la flore. Parce que là, vraiment, au niveau floristique, c'est catastrophique. Mais bon, ça va bien parce que moi et le foot, c'est incompatible aussi. Et donc, je pense que Dieu est grand. Ouais. Ah si, je m'installerai ici, je ne suis pas persuadé que ça soit... Déjà, c'est plat, hein. C'est déjà un bon élément. C'est lumineux. Il y a l'autoroute, donc je peux remonter jusqu'à, c'est quoi la grosse ville, Colmar, ou un truc comme ça, pour aller vendre directos, là. Je dois bien avoir une entrée pas loin. Voilà, je pense que la Wi-Fi, ça passe à fond. Ici. Il y a bien moyen que je squatte une pièce pour dormir, discrètement. Au moins ça, où je pose ma caravane. Là. Sur le béton, là-bas, je poserais bien ma caravane, c'est dommage sur la terre. Tu vois.
Il y a l'électricité. Il y a les douches communes. Ouais, non, c'est un bel endroit pour s'installer. C'est un super bel endroit. Hein. Le problème, c'est la négociation avec les occupants, qui resterait un peu difficile. Après, au niveau de la terre, bon, je ne sais pas ce qu'elle vaut au niveau minéral, mais au niveau textural, on n'est pas sur un caillou, quoi. Donc il y a déjà de l'espoir, quoi. Ça crisse pas mal, ouais. Mais crisser, c'est aussi qu'il y a de la pierre et qu'il y a du caillou, et la pierre et le caillou, ça réchauffe les sols. Et donc ça use les outils, mais comme on s'en fout, puisqu'on va aller les techniques de pauvres, où on n'a pas de tracteur, on va pas user grand chose. On va essayer de ne pas user énormément, quoi, les outils. On va utiliser d'autres outils qui est la plante. Et du coup, le caillou, c'est pas... Enfin, le caillou, dans une mesure où on ne se retrouve pas avec un champ de galets, quoi, où il y a une proportion importante, ça peut être un facteur intéressant parce que vous allez avoir de la précocité au printemps sur un sol argileux. C'est ces sols qui vont rester froids, alors que les sols caillouteux, vous allez avoir des sols qui vont... Nous, en Alsace, on veut des carottes bien droites. Ah oui, mais ça, j'imagine qu'en Alsace, il y a beaucoup de choses que vous voulez de droite. Si je puis me permettre. Enfin, c'est un peu la réputation que vous avez vers le sud-ouest. Hein. C'est pas trop le pays à Jean Jaurès, quoi. C'est pas le pays à Jean Jaurès, j'ai l'impression. Hein. Mais bon, c'est un peu ce que le monde veut, je crois. Non, de la carotte bien droite. En ce moment. Je sais pas où ils veulent se la mettre, sans être grossier, mais... ou nous la mettre en tous les cas, quoi. Alors voilà. Donc du coup, c'est là où Lolo, il ne faut pas faire le con. Donc c'est maintenant que les choses se décident. Donc vous avez plusieurs regards sur un individu comme ça. Vous avez le regard à l'instant T, comme je disais. Donc c'est l'état de la structure. Et la structure, c'est quelque chose qui est en lien avec la texture, mais qui est aussi en lien avec l'histoire du lieu. Et du coup, la structure, c'est pas vraiment, comment on appelle ça, catastrophique, quand elle est catastrophique. Vous voyez ? Parce qu'il y a moyen de réparer les choses. Alors que la texture, quand elle est catastrophique, c'est catastrophique. C'est-à-dire, vous ne réparez rien. Si votre texture, elle est mauvaise, c'est-à-dire que vous n'êtes que sur des sables, ou vous êtes directement sur de la roche, ou vous avez une proportion très importante de gravier, ou vous êtes à des 30-35% d'argile, pour du maraîchage, ça va commencer à devenir difficile de faire ça. Ou si vous êtes des sols qui sont vraiment très lavés, où il n'y a plus de minéraux à l'intérieur et compagnie, ça va être difficile de les réparer. Donc là, quand on est sur un sol comme ça, la première lecture qu'on voit, c'est qu'effectivement, au niveau de la structure, ben, c'est pas ça. Vous êtes sur une structure qui est, qu'on appelle plutôt massive. Donc je sais pas, j'espère que je ne suis pas redondant ou je ne sais pas trop où c'est que vous en êtes. Bon, je dis, et si vous voyez que vous connaissez déjà, vous me faites en fait me dire Lolo, c'est bon, on est au courant de ça, non? Je ne sais pas, ça va pour vous? C'est bien, ça va, ça vous va quoi. Donc du coup, quand vous prenez la structure, vous avez la structure massive qui est d'un côté et la structure grumeleuse qui est de l'autre. Donc la structure massive, c'est comme son nom l'indique, c'est proche du caillou. C'est-à-dire c'est absence de structure. Vous avez quelque chose qui est complètement compact. Et quand vous êtes sur l'autre cursus, vous avez la structure grumeleuse que Bourguignon appelle la semoule. Vous voyez cette qualité de semoule. Donc quand on fait de l'agriculture, si on n'a pas de chimie, si on n'a pas de tracteur, si on n'est pas un tantinet violon, en fait, on n'aime pas la structure massive. Parce qu'en fait, dans la structure massive, vous n'allez pas avoir d'air dans le sol. Et si vous n'avez pas d'air, en fait, vous n'avez pas de possibilité de développement racinaire. Parce qu'en fait, les racines se développent dans l'air du sol. Elles ne se développent pas dans le sol. C'est dans la partie atmosphérique du sol. Et donc, si vous avez une structure massive, en fait, vous n'avez pas de possibilité d'expression du potentiel génétique de la plante. Mais par contre, il peut y avoir un grand potentiel du sol. Parce que la génétique fait que vous avez de la potasse, du phosphore, des oligo-éléments, tout ce qu'il faut. Mais la maltraitance, en l'occurrence ici, du tassement lié au piétinement des sportifs et ensuite au fait que
le ballon roule mal dans de l'herbe haute comme ça. Et ceux qui n'aiment pas le foot ont tendance à se coucher et on ne les voit plus. Ils se cachent dans les hautes herbes. Plus les tiques, ils ont tendance à tout tondre régulièrement. Et du coup, ici, la maltraitance, c'est surtout la tonte pour ce sol. C'est-à-dire que comme on a tendance à tondre, on finit par se retrouver dans une couverture de sol, donc d'un point de vue végétal, qui est érodée. C'est-à-dire que vous avez des zones sans végétal, dans lesquelles vous allez certainement, oui, vous commencez à voir apparaître ce qu'on appelle des mousses. Les mousses, elles poussent, c'est les plantes pionnières avec les lichens, elles poussent sur des sols qui ne sont pas des sols, c'est-à-dire des cailloux. Et donc là, par la maltraitance de la tonte, à vocation de faire un terrain de foot, on se retrouve avec une rétrogradation d'un sol plutôt avec un potentiel génétique important parce que vous avez des argiles, des limons, des sables et compagnie, qui revient au stade pierre, c'est-à-dire bien avant Jacques. Mais bien avant quoi. C'est-à-dire à l'époque où vous étiez sur les roches des Vosges qui sont venus se broyer et se poser ici sûrement par les limons du Rhin qui passent pas loin, j'imagine. Ici on est sur une terrasse du Rhin en fait. On n'est pas sur du collivionnement Et du coup, grâce au travail humain, on a un retour en arrière de plusieurs centaines de milliers d'années avec dessus. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, comme la nature de ce sol est plutôt un sol qui a tendance à facilement s'émietter, ça veut dire qu'on va facilement pouvoir remettre de l'air et repartir sur des espèces végétales qui, elles, créent du sol. Et pas il y aura plus cette érosion en fait. On sera plus vers des espaces comme celui-là. Là. Vous voyez, où là, si je fais ça, il y a moins d'érosion. Ici, vous commencez à avoir une grosse érosion qui se traduit par des plantes à rosettes. Et ici, vous avez des plantes plutôt fasciculaires avec une organisation physiologique assez tentaculaire. Vous avez une multiplication à l'infini d'une forme qui est cette feuille qui repart sur une autre feuille, qui tale, qui refait une tale. Et si on arrache les racines de celle-là, ici, là, par exemple, si on vient chercher notre ami la graminée, là, celle-là là, qui me plaît bien, bon là il y a un caillou, j'ai du mal à rentrer, et du coup, là vous avez une espèce qui, si vous la regardez au niveau morphologique, si vous regardez comment il s'appelle, le couvert végétal d'ici, le couvert végétal d'ici, il est un peu moins érodé. Et on est au même endroit. Et là, il y a du champignon, la vache. Ah, il y a du champignon gogo là. Moi, je ne suis pas sûr, c'est pas très bon signe non plus. C'est pas très bon signe le champignon parce qu'en fait, c'est des matières organiques très carbonées qui ont du mal à se décomposer. Et donc, il y a un turnover qui est long en fait. Vous avez un turnover long dans le monde des champignons. Bon, enfin, en tous les cas, c'est juste pour vous dire que vous êtes sur la même texture, on est juste à côté, et vous avez déjà une expression différente pour des raisons, peut-être qu'ici, c'est tombé, quand ils ont tondu, c'est tombé un tas d'herbe à ce même endroit, et du coup, ça favorisait la pousse de ça, alors qu'ici, en fait, la matière qui était là, elle a été déplacée là, parce que je suppose qu'en plus, pour éviter que ça soit dégueulasse, ils exportent la tonte, tout le temps là. Ils exportent la tonte, donc ils sont en train de diminuer la fertilité du sol, ils l'exportent au profit d'un tas de compost ou d'un tas de merde polluante au bout du champ. Ça va dépendre comment ils gèrent leur matière organique. Quoi. Donc, ce que je suis en train... Elle reste ici, elle est mulchée. Voilà, peut-être qu'elle est répartie d'une manière hétérogène, enfin je ne sais pas. En tous les cas, on se rend compte que sur quelques centimètres, on a une flore différente. Donc ici, on va commencer à avoir des racines fasciculaires, vous voyez, avec un début de création de structures grumeleuses, vous voyez, qui est en train de se créer dans le sol, grâce à la qualité de cette plante qui est une graminée. Et donc vous avez déjà l'amorce de la structure grumeleuse qui va permettre de laisser un héritage à la plante
un sol dans lequel il va y avoir de l'air, et du coup dans lequel le potentiel génétique du sol va pouvoir s'exprimer d'une manière plus forte et permettre d'exprimer le potentiel génétique de la plante de manière plus forte. Les deux sont en lien en fait. Vous pouvez avoir une génétique incroyable d'un légume si vous le mettez dans ça. Voilà, vous voyez, si vous le mettez dans ça, ou si vous le mettez dans ça, vous n'allez pas avoir la même réponse de pousse. Et donc ça tient à peu, parce que ça et ça, c'est la même texture en fait. La seule différence que vous avez entre ça et ça, c'est le précédent cultural. Vous voyez, c'est la notion du précédent cultural en fait. Et donc ça vous rentre dans une autre dimension, c'est le rapport à l'espace et au temps dans le calendrier qu'on appelle les rotations de culture. Quand vous voulez mettre en valeur une terre, en fait, il y a une chose qui est prépondérante. Une fois que vous avez défini en fait l'état du sol, c'est le calendrier de culture et c'est les rotations de culture. Donc il y a un vrai travail d'abstraction de la personne qui va être capable de se représenter ce même lieu sur 2 ou 3 ans. Donc quand ça fait longtemps que vous faites ce métier, comme moi, vous allez avoir une espèce de carte du temps qui déroule à l'intérieur de vous, mais au-delà de la tête, qui est carrément dans le corps, dans l'âme en fait, où vous avez à l'instant T, vous savez ce que vous avez mis il y a 2 ans et vous savez ce que vous allez mettre il y a 3 ans. Quoi. Mais quand vous débutez, il vous faut un putain de papier dans lequel vous avez en ordonnée le temps, un abscisse, je ne sais pas trop quoi, l'espace, et que vous sachiez très bien, à chaque centimètre carré de votre jardin, ce que vous allez mettre. Vous voyez? Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on reste dans la lecture du sol. Parce qu'après, cette lecture du sol va déterminer justement ce calendrier de culture. Vous voyez? Cette lecture du sol va vous permettre ensuite de savoir qu'est-ce que vous allez faire à l'instant T et vers quoi vous voulez aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Après on est des rusés parce que c'est toujours les mêmes cycles qui reviennent. Donc, on dit ouais, dans 10 ans il y aura ça, mais c'est facile parce qu'en fait c'est toujours la même rotation qui revient. Mais pour ceux qui ne savent pas, ça en jette. Je dis putain, le mec quand même, il a une vision dans le temps qui est hallucinante. Il doit être ancré ce mec-là. En fait, non, juste en fait, il fait toujours la même chose. Et du coup, ouais, enfin bon, ça c'est. Et du coup, vous voyez, ici, si je fais ce trou, donc qui n'est pas suffisant, je me rends compte que malgré que j'ai une structure massive, parce que dans le détail, j'ai, comment il s'appelle, si je prends une mode dans le détail, en fait, elle va plutôt être solide. Vous voyez, quand je la tombe comme ça, elle a tendance à rebondir sur un obstacle dur. Ce sont les tests de structure. C'est en fait, vous prenez votre terre et vous la faites tomber de 90 cm, donc c'est à peu près là, sur un objet dur, donc une planche ou autre chose, et vous observez comment elle casse. Si vous prenez par exemple ça où en fait on se retrouve avec un peu de structure, si je la fais tomber de cette hauteur, ça c'est déjà délité avant d'arriver. Mais bon, j'ai quand même participé à la bêche. Mais du coup, quand vous avez une terre comme ça là dans votre jardin, vous faites une motte et que vous sortez une motte et que la motte vous la faites tomber sur le sol comme ça là, poc, et qu'elle fait ça. Vous êtes indulgent avec la motte parce que vous avez un côté humaniste. Et vous vous dites, je vais la juger une deuxième fois quand même. Donc je fais appel. Du pénal, on passe à je sais pas trop quoi, elle refait appel. Et là tu dis, je suis désolé, tu es condamné au travail mécanique du sol. Alors pas à perpétuité, je te rassure, hein. Pas à perpétuité, mais au moins là pour aller mettre du légume. Parce que là, si vous avez une grosse motte qui fait ça, en fait, c'est pas la peine d'imaginer d'apporter la matière organique, c'est pas la peine d'imaginer de poser une bâche, c'est pas la peine d'imaginer de planter un légume parce que là vous partez au carton. Vous allez vous retrouver avec beaucoup d'investissements et l'investissement matériel n'est pas le pire, l'investissement de cœur, c'est-à-dire beaucoup d'espoir d'avoir des légumes. Vous voyez déjà, pas en haut de l'affiche, mais au bord du marché avec un joli stand.
et vous sentez que vous allez avoir les meilleurs légumes du jardin et que grâce à ça, vous allez pouvoir continuer votre rêve de vous installer, et bien là, vous allez vous retrouver avec des limaces, vous allez retrouver avec du chien-dent, vous allez vous retrouver avec pas de pousses, vous allez vous retrouver avec des plantes plutôt jaunes, et vous allez vous retrouver avec zéro rendement. Et ça, c'est pas bon du tout pour le moral. Mais je peux vous dire, même après 35 ans de maraîchage, c'est jamais bon. C'est-à-dire, moi en ce moment, je viens de réaliser que j'ai un ulcère et je pense que mes échecs maraîchers ont pas mal participé à mon ulcère, quoi. Et du coup, pas que. Mais ça n'empêche que ça y a joué. Voilà, le reste, c'est intime. Et du coup, ce sont des observations simples qui sont à la portée de tout le monde, qui permettent déjà d'avoir un indice de ce qu'on va faire quand on prend possession d'un lieu. C'est-à-dire, le test de la structure, à mon sens, c'est le test fondamental pour approcher une terre, que vous soyez en première année d'installation ou en 35e année comme moi en fait. C'est-à-dire que parce que c'est quelque chose qui est évolutif et c'est quelque chose qui va changer en fonction de vos pratiques culturelles, en fonction de tout ça. Et en plus, ce test de la structure va vous permettre de juger vous-même vos manières de préparer les sols. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec des structures massives, alors que dans votre représentation, vous aviez mis tout l'espoir de faire quelque chose de structuré et grumuleux, parce que je pense que n'importe quel paysan, quand vous lui donnez la terre, il fait ça là. Qu'ils soient en conventionnel, peut-être pas ceux qui sont en hydroponique parce qu'ils n'ont plus de sol, mais n'importe quelle personne qui est un peu cutéreux, il commence à prendre la terre, oui, il dit. Putain, enfin, je ne connais pas l'accent du coin, mais chez nous, bougre. Elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est l'accent du coin. Ça de la bonne, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, tu peux y aller, voilà, c'est ça. Voilà. Moi j'aime bien les paysans là, quand ils mettent chez nous, quand ils ont défoncé tout le sol avec un outil rotatif et qu'ils ont fait de la semoule fragmentée. Donc ils sont là, ils disent oh putain. C'est important le oh putain. J'ai fait de la cendre. Et là tu te dis, tu crois pas si bien dire. T'as tout brûlé, t'as tout oxydé, t'as tout brûlé quoi. Mais j'ai fait de la cendre. Ou voilà, ça ils aiment bien ce mot faire de la cendre. Parce que toute personne qui a travaillé un peu avec les plantes, sait que là-dedans, il y a une chance que le potentiel du sol s'exprime parce qu'il y a de l'air. Mais si vous êtes avec une structure massive, donc elle est de moins en moins parce que j'arrête pas de l'effriter, si vous avez une structure comme ça, il y a des grandes chances que vous ne sortiez rien. Et donc il y a deux manières d'arriver à ça. Il y a une manière, on va dire, assez expéditive, qui va être le travail mécanique du sol, mais elle est immédiate, c'est-à-dire le travail mécanique du sol, je fais ça avec des outils, et je me retrouve avec ça. Donc j'ai une structure, on va dire, poreuse, mais pas grumeleuse, donc on va dire elle est poreuse, elle contient de l'air, et il va y avoir, elles sont où mes copines? Ici. Donc je les ai, il va y avoir ça, c'est-à-dire une structure qui va être construite par l'activité microbienne du sol qui est en lien avec la dynamique des plantes. Vous voyez? Dans le sol, vous avez plusieurs activités biologiques. Vous avez le monde de ce qu'on appelle les détritivores. Donc c'est un monde autonome qui vit sur la mort de tout ce qui est mort et qui le digère. Et donc son action est structurante. Donc vous avez le ver de terre, mais vous avez aussi les cloportes, mais vous avez aussi un monde de champignons, tous les champignons qui ne sont pas symbiotiques. Et vous avez un monde bactérien aussi qui attaque ça. Et ensuite, vous avez dans le sol une autre qualité de vie, c'est celle qui est associée avec les tissus racinaires. Et du coup, c'est tout ce qu'on appelle le monde symbiotique, qui est un monde microbien essentiellement, qui va être aussi dans la sphère des champignons et aussi dans la sphère des bactéries. Ce monde-là, il représente, je crois, 80% du monde de la vie du sol en nombre. Donc c'est sûr que quand vous y calez des vers de terre, en poids, ça fait du poids, quoi. Mais ça n'empêche qu'en nombre, ça représente énormément. Ceux qui vont vraiment participer à la création du sol, à la structure grumeleuse, à la capacité à pouvoir faire du grumeau aéré, ça va être le monde symbiotique.
et un petit peu le monde autonome, là, le monde des détritivores. Ce qui va permettre de mesurer, encore une fois d'une manière sensible, l'état de la structure. Donc une structure comme celle-là, ou une structure, sur une structure massive qui va être faite comme ça, et qui va être effritée. Vous voyez? Donc j'ai une porosité équivalente, c'est-à-dire j'ai la même quantité d'air, mais il va y avoir deux éléments différents entre ces deux qualités poreuses, donc ces deux espaces dans lesquels les racines peuvent s'exprimer. Vous allez avoir d'un côté de la stabilité structurale et de l'autre un endroit instable. Et du coup, le test qui va vous permettre de mesurer la stabilité structurale est un test simple aussi, c'est le Slake test. C'est le test de la motte de terre mis dans un récipient transparent avec de l'eau, une eau classique à l'intérieur. Et du coup, vous allez mesurer avec un chrono, et même pas un chrono, à l'œil ça se voit directement, et vous allez voir à quelle vitesse tout s'effondre et tout va se mettre à plat. Là où vous avez de la stabilité structurale, c'est-à-dire là où vous avez une activité biologique d'aggradation, on appelle ça, qui a fabriqué une porosité importante. Donc dans des sols qui sont nécessaires à l'agriculture, on est à plus de 50% d'air des sols, ça représente 50% du volume d'une terre prise. Si vous avez 50% de volume d'air dans un sol, vous allez pouvoir exprimer son potentiel. Si vous êtes en dessous de ces chiffres-là, eh bien, le potentiel va diminuer. Et du coup, j'ai pu le réaliser avec des outils mécaniques et j'ai mes 50%. J'ai pu le réaliser avec des outils biologiques et j'ai mes 50%. La différence entre ces deux 50%, ça va être la stabilité structurale. Et ça se mesure avec un verre. Pas effrité forcément, si c'est effrité ça sera moins. Mais en prenant la motte avant de l'effriter et la motte avant de l'effriter, et vous posez ça délicatement au fond d'un verre d'eau et vous observez. On peut le faire, hein. Moi j'ai un verre. Ah, t'as un verre si tu veux. Mais j'ai pas d'eau par contre. Ah, j'ai pas d'eau. T'as de l'eau? Si vous avez de l'eau, ben, si vous voulez prendre une motte qui est comme elle s'appelle, comme celle-là, là, voilà, qui a priori il n'y a pas de stabilité structurale, et après vous reprenez en surface une autre motte où vous avez eu l'intervention du vivant. Vous voyez, sur la même texture, parce que là on est encore sur les mêmes textures. Hein. Là c'est bien, ouais, ça suffit. C'est juste le fait que la motte soit sous l'eau, en fait. Il faut que la motte soit sous l'eau. Il y a un peu d'ortie avec, mais c'est pas grave. Hein, Oh, alors là, ça va fausser complètement le test. Ça, je pense. Et par contre, il m'en faut un deuxième. Ah oui, ah oui. Il n'y a pas un deuxième pain. Moi j'en ai un. Ah oui, bah, Ah non? Ça ne se dérange pas si on te le salit? Voilà. C'est le moment où... C'est le moment, c'est le moment. Ça y est, je sens que j'ai mon ulcère qui me fait mal. Est-ce qu'il faut attendre un petit moment quand même pour voir la différence? Non, ça dépend des sols. Tu as des sols, ça va très vite. Et tu as des sols où ça... Ben lui, il flotte carrément, tu vois. Donc bonjour, on a quasiment que de la racine. Ah bah, il n'y a que de la matière organique. Il n'y a que la matière organique. Et du coup, si je prends là, un peu plus en profondeur, tu vois, là, on est plutôt sur des structures massives. En fait, vous voyez, il y a très peu d'air à l'intérieur. Un peu de racines. Et je le mets dedans. Et j'attends. Et du coup, je pose à un moment donné. Et vous voyez, vous commencez à voir des petites mottes qui tombent. Vous les voyez, les mottes qui tombent? Vous les voyez à la vitesse où ça va? Ouais, finalement, ça va. Là, en fait, vous avez quasiment pas de stabilité structurale. Donc, vous avez vu la même texture avec deux travails différents. Un travail fait d'une manière mécanique, c'est-à-dire je vais avoir la même quantité d'air à l'intérieur, et un travail fait d'une manière organique, avec notre ami la plante. Vous allez avoir un sol qui en fait se dégrade très très vite en fait. Donc il perd toute sa stabilité, il n'a pas de stabilité. Et donc il va se dissoudre dans l'eau. Et vous avez un sol qui certainement, si on revient demain, il sera comme ça. Donc vous comprenez que quand vous êtes sur un sol comme ça, en fait, s'il se met à pleuvoir, ben ça va faire pareil en fait. Et vous allez avoir toutes les parties fines du sol qui vont partir avec l'eau en profondeur. Donc vous avez deux mouvements de départ de la terre. Vous avez ce qu'on appelle la lixiviation, c'est le déplacement des ions en profondeur. Donc c'est tous les ions calcium, les ions nitrate, les ions tout ce que vous voulez. Et là quand vous avez ça qui se barre, ben c'est votre fertilité, c'est un peu comme une hémorragie. Vous perdez votre fertilité.
Et après, vous avez un phénomène encore plus grave qui se met en route, c'est le lessivage. Et donc ça, c'est la descente des argiles, des matières visibles à l'œil, qui en fait vont partir ou en profondeur, ou quand il pleut, vous les voyez dans les rivières, tous ces limons et ces argiles en fait qui remplissent les rivières. C'est parce qu'en fait, l'eau, quand elle est passée sur les champs, elle a traversé des champs où il n'y avait pas de stabilité structurale, dans lequel en fait l'agronomie moderne a considéré que la physique et la chimie étaient suffisantes pour produire de l'agriculture. Et que le vivant, quelque part, c'était un facteur trop complexe à appréhender par la raison. Et ça, ils ont raison, pour le coup. Le vivant est trop complexe à appréhender par la raison, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'appréhender. Et c'est là que vient ce que j'appelle le monde du sensible, en fait. Vous voyez ? Nous sommes des êtres de raison, et heureusement, ça nous permet de nous situer dans l'espace, dans le temps, de pouvoir analyser des situations que l'on a vécues et qu'on ne veut plus vivre, d'amorcer des concepts, de pouvoir dialoguer entre nous. Mais nous sommes aussi des êtres doués de sens. Et au moins de sens physique, mais aussi de sens qui vont jusqu'aux sentiments, aux émotions, aux impressions. Et ce n'est pas parce que la raison paraît plus objective qu'elle l'est le plus. La raison peut être un grand mensonge, parce que la raison peut avoir raison. Elle n'est que dans un monde de représentation. Et pourtant, elle est abordée d'une manière raisonnable et on dit qu'elle est objective. Alors qu'on va dire que le poète est subjectif. Parce qu'il est sur le sensible, il est sur les impressions, les émotions, les sentiments et tout le reste. Mais est-ce que le poète est plus subjectif quand il parle d'amour que le neurologue quand il parle d'amour? Vous voyez ? Et qui nous décrit comme un espace de réaction hormonale avec une histoire de stimuli liés à une biologie génétique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Lequel des deux est le plus objectif? Celui qui a vécu pleinement une histoire d'amour jusqu'au point d'être effondré et que de ses cendres il s'est réveillé plus riche, avec quelque chose de grand qui lui a permis de vivre quelque chose d'intense, ou celui qui est resté à l'extérieur et qui a analysé la situation en disant bah oui, en fait, il y a eu un pic hormonal, c'est normal, au bout de 4 ans il s'est effondré et à cause de ça, on se retrouve avec un qui est dépendant et qui est plus dépendant. Vous voyez ? Mais du coup, là, je caricature sans trop l'approche de la science. La science, à un moment donné, elle a fait le choix de la raison au détriment de la sensibilité des sentiments. Du coup, vous aviez le courant romantique qui défendait une science qui amène jusqu'au subjectif et les rationalistes qui défendaient une science qui soit que raisonnable. Je pense que nous, les paysans, ou les jardiniers, je préfère dire le mot jardinier puisqu'on est jardinier, on a besoin des deux en fait. On a besoin à la fois de pouvoir tenir un discours cohérent et rationnel dans lequel on puisse se retrouver tous et en même temps, on a besoin d'aller rencontrer les choses d'une manière sensible. Juste en fait être imprégné de la chose. Et pour ça, il faut du temps. Vous voyez ? Si vous êtes toujours à la course après le pognon, si vous êtes toujours à la course à la rentabilité, à l'efficacité, si vous fuyez toujours vos démons, à savoir la peur de manquer, le besoin de reconnaissance du père, de la mère, l'envie d'avoir une grosse maison, ou comme nous, nos générations, nous, on était, vous les conventionnels, on va vous niquer. Et c'est pas parce qu'on est des poètes qu'on ne va pas être capable de produire. Et du coup, on s'est retrouvé à faire des putains d'outils de production immenses dans lesquels en fait on s'est brisé, pour beaucoup d'entre nous. On s'est brisé à vouloir montrer que nous aussi on en avait une grosse en 2 mots. Vous voyez ? En voulant dire, mais non, on en a une petite, mais au bout du compte, c'est ce qu'on faisait, quoi. Et enfin, plein de mes camarades se sont brisés au point de devenir malades, ou se suicider, ou se tuer en tracteur. Parce qu'ils ont trop travaillé en disant la bio, on va réussir à nourrir les gens. Arrêtez de dire qu'on ne pourra pas nourrir l'humanité. Vous pétez tout, nous on va laisser un héritage. Et c'était vraiment intéressant les rapports les contacts entre les bio et les non bio, c'était toujours assez musclé. Pour dire pas idiot. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, avec certains, on a dit il faut arrêter cette course au gros et revenir sur des méthodes plus douces et plus petites pour inviter une autre population à venir travailler la terre qui, elle, en fait, amène quelque chose de plus doux et de moins dans le genre « Hé mec, tu viens, je t'en colle un ». Oui, enfin, je caricature, mais pas trop, vous voyez un peu. Et du coup, forcément, ça excluait tous les autres qui n'étaient pas là-dedans, en fait. Et je pense qu'avec MSV,
on a réussi à faire naître des outils de travail qui permettent de s'installer sur des petites dimensions. Et donc pour revenir à ce travail, pour arriver à des petites dimensions, il faut avoir une approche du vivant, beaucoup moins avec des représentations toutes faites, c'est le complexe argilo-humique, c'est ceci, c'est cela. Il faut les avoir et en même temps il faut prendre le temps d'aller toucher sa terre, la sentir, l'aimer, la toucher, la rêver. La rêver comme on sait tous faire là en fin de journée quand on a bossé, qu'on a le sentiment que c'est un peu beau l'endroit qu'on a fait et puis qu'on ne voit plus le mildiou sur les tomates, qu'on ne voit plus le fait qu'en fait on a le stand le plus minable ou je sais trop quoi en fait en tous les cas. Et à un moment donné on s'est dit putain ce cosmos il est beau quoi. Mais bon on ne le vendra pas mais en tous les cas il est beau. Ou à un moment donné vous voyez cette lumière qui tombe de la journée sur une journée fatigante et là vous êtes au fond du champ. Et vous vous retrouvez tout seul et il y a une satisfaction à ce que vous avez fait en fait. Et vous trouvez l'endroit beau. Et du coup, votre terre, vous vous mettez à la rêver. Vous vous mettez à rêver que ce terrain de foot, à un moment donné, là-bas, en fait, vous aurez une haie. Et puis la serre, je la vois là. Et puis là, putain, là, je verrai bien des fleurs, quoi. Et là, bordel, cette année, les carottes, elles sont toutes droites. Et là, de la colmar, une grosse, bien droite, rangée en rang d'oignon, comme on sait faire ici, qui va bien avec la colmar. Et putain, il n'y a pas un ver, il n'y a pas un champignon, on la sort. Pas de campagnol. Quand on plante la bêche, c'est hyper structuré, on ressort cette carotte, elle est orange et elle est en contraste avec la terre sombre. Et quand on la pose à côté, on est là et on dit « Oh putain, quand même, je suis pas un branleur ». Et après, avant de la goûter, tu la sens. Parce que si elle est bonne, tu vas avoir l'odeur de la carotte qui remonte dans l'atmosphère, comme ça, et tu te dis oh putain, elle sent presque aussi bon que moi. Parce que quand même, tu vois, parce que moi j'ai l'aventure, la sueur de l'aventure et tout pour y arriver à ça, quoi. Et avant même de l'avoir décroché, cette carotte à l'automne, là, quand tu arrives à l'automne comme ça et que tu as ton champ de carottes qui est propre, que ta carotte elle est réussie, que toi tu sens que tu vas bientôt branler parce que l'hiver arrive et que tu sais que bientôt les jours vont être courts et que tu n'as pas mis l'électricité pour pouvoir trier les légumes, que tu as bien fait en sorte que tu vois, il n'y ait pas un triadou à la con dans lequel tu tries les légumes jusqu'à 11h et minuit. Parce que tu l'as fait dans une ferme avant, d'ailleurs, moi pas très loin à Colmar, au GAEC Chante de la Terre, tu vois. Oui. Et du coup, où là c'est des usines à légumes et tu te dis, nous on était là jusqu'à 8h, 9h le soir à laver des légumes et on faisait 1 million de francs à l'époque, quoi. Un chiffre d'affaires, tu es là, tu te dis, non, là, je veux pas de ça, moi je veux autre chose. Et du coup, là, tu la vois, ta putain de carotte, quoi. Et alors, ce qu'elle a de merveilleux, c'est que comme c'est une ombellifère, elle est couverte de perles de rosée. Vous voyez, avant de l'arracher, là, elle a ces putains de perles de rosée qui viennent se mettre sur chacun des bouts de feuilles, là, comme le fenouil, comme toutes les ombellifères. Et l'angle du soleil, il est au top. Et en plus, comme j'ai posé un arbre à un endroit que je trouve super beau, qui a des pommes, j'ai la lumière qui passe par les pommes, qui vient caresser la carotte réussie. Ça scintille avec des perles à perte de vue. J'ai ma bêche qui attend. J'hésite parce que je sais que si j'attaque la parcelle, après je ne pourrai plus la voir. Et donc j'ai un putain de dilemme. Est-ce que je la rêve pendant tout l'hiver ou est-ce que je gagne de l'argent? Et du coup, je plante ma bêche. D'abord, je vais la planter avant qu'il y ait du monde. Parce que on ne sait jamais la gueule que ça a dessous. Et si par malheur elle est belle, alors là je vous invite à venir la voir parce que là c'est le top du top. Et vous sortez la carotte qui va jusqu'à sentir. Et quand tu es cuisinier et que tu la cuisines, en plus elle a la saveur de la qualité du travail que tu as mis avant, ça c'est sûr. Entre une terre comme ça et une terre comme ça, à rendement équivalent, saveur totalement différente. Entre une terre comme ça et une terre comme ça, en coût de production, ça n'a rien à voir. Entre une terre comme ça et une terre comme ça, en emmerdement pour produire, ça n'a rien à voir. Celle-là, vous avez intérêt à être un putain de bon technicien parce que la préparation du sol avec un tracteur, c'est hyper pointu. La gestion de la chimie pour avoir l'optimal minéral pour que la carotte soit au maximum de son potentiel génétique, c'est une vraie misère. Et le maintien de la santé de cette putain de carotte avec les vers, avec les traitements et tout le reste, le filet, le contrôle des vols, le traitement et machin bidule, c'est hyper technique en fait. Alors il y en a qui se régalent avec ça.
Mais ça n'empêche que moi, je sais d'expérience qu'une terre qu'on a élevée à être belle par l'activité biologique va être beaucoup plus rentable sur le long terme, va nécessiter beaucoup moins de temps de travail et de compétences techniques. Vous allez être moins compétent technique tout en étant plus compétent en termes de connaissance du vivant pour arriver à ça. C'est ça le constat que je fais moi après mes 30 ans d'expérience de maraîchage, c'est que je me rends compte que bordel de merde, j'ai su me créer du travail. J'ai su remplir mes journées. Alors moi qui avais pour vocation d'être chômeur toute la vie, quand j'ai commencé à travailler, croyez-moi, je l'ai créé mon emploi, quoi. Les désherbages, les poses de trucs, les machins, les bidules, les outils, les soudures qui en finissent plus de souder, de réparer les outils mécaniques qui cassent. Et parce que je ne suis pas soudeur, je ne suis pas technicien ni rien. La bricole parce que je n'ai pas d'argent ni rien. Alors c'est sûr que les 8 heures, ils étaient remplis. Aujourd'hui, pour continuer sur l'aventure de la rencontre avec une terre, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire une terre grumeleuse, comme ça, les mises en culture, elles sont super faciles en fait. Vous pouvez oublier les analyses de sol, vous pouvez oublier beaucoup de choses en fait. Vous pouvez oublier quel outil je vais mettre derrière mon tracteur, vous pouvez oublier la gestion précise de la fertilisation et tout le reste. Vous ne serez pas au maximum de la productivité, mais vous serez à l'optimum de la rentabilité. Et sur des petits systèmes, c'est ce qu'on cherche en fait. Parce que quand on vend, nous, dans nos systèmes-là, on vend avec une valeur ajoutée. Donc on n'a pas besoin de faire un gros chiffre d'affaires pour faire un petit revenu. Vous voyez, quand quelqu'un fait de la tomate en hydroponique et qu'il est à entre 500 et 1000 tonnes hectares de tomates, le prix de vente, il est à la hauteur de sa démesure ou à la hauteur inversement proportionnelle de sa démesure de production. Il va avoir un prix de vente très très bas. Alors que nous, sur des systèmes de vente en AMAP ou sur des marchés de petite taille, vous allez vous retrouver en fait à avoir une tomate à 3,50 €, 4,50 €, 5 € le kilo. Là où l'autre, il la vendra à 50 centimes, quoi. Et donc les quantités à produire sont moins importantes par pied que sur un système ultra productiviste qui lui en fait il n'a pas droit à l'erreur. Et du coup dans des systèmes dans lesquels vous respectez la biologie des sols, vous allez vous retrouver avec la possibilité de faire de la valeur ajoutée sur des petits rendements, des petites surfaces, avec des petits moyens mis en œuvre. Et ça c'est vraiment je pense que c'est vraiment ce qu'à MSV on a réussi à mettre en place en prouvant dans plein de domaines qu'il était possible d'arriver à produire et à vivre sur de petites surfaces sans avoir de gros investissements. Donc je continue dans l'observation du sol. Donc là, comment il s'appelle, cette coupe, elle est magnifique. Elle est vraiment à l'image de l'étouffement du lieu. Et du coup, vous voyez, en fait, vous avez une érosion importante au niveau des plantes. Vous voyez, vous avez quasiment, si vous prenez la densité de plantes au centimètre carré, elle n'est pas importante en fait. Comparée à l'autre là, je ne sais plus lequel que j'avais, où on recommençait à avoir une densité plus importante. Vous voyez? Et quand vous observez, vous vous retrouvez en fait avec une zone complètement compacte. Là ici, vous voyez, c'est complètement compact. Et là, en fait, vous avez une accumulation de matière organique qui n'arrive pas à descendre en profondeur. Elle est bloquée, là, en fait. Donc ça, c'est le tissu racinaire qui meurt, qui n'arrive pas à descendre, plus une partie des matières organiques qui a été broyée, qui a été laissée sur place, apparemment, d'après comme tu nous expliquais. Et on voit, en fait, on a une asphyxie du sol. Là, le sol, il ne respire plus, et là, il n'arrive pas à s'ouvrir. Et du coup, la flore qui va pousser est une flore archaïque qui va être des mousses, quelques petites légumineuses à l'intérieur et des plantes à rosette, un plantain. Et donc on est sur des plantes qui expriment un endroit qui s'étouffe. Ça, vous pouvez le reproduire, ce système-là, vous pouvez le reproduire sur des sols qui ont peu d'activité biologique, donc plutôt des sols lavés, des luvisols et ainsi de suite, dans lesquels il y a une faible activité de vers de terre.
quand vous apportez des gros apports de matière organique sans travail du sol en fait. Vous allez vous retrouver, moi je suis allé sur des jardins et j'ai vu ça, il y avait des gros apports de matière organique en surface, et sur mon jardin aussi d'ailleurs, j'ai vu ça, même sans aller voir chez les autres, et vous avez rapidement une zone très compacte. Vous voyez? Donc effectivement, quand vous mettez la main en surface, vous avez une structure grumeleuse liée au détritivore, et rapidement, quand vous prenez la bêche, vous retrouvez sur une zone compacte où le potentiel génétique ne peut pas s'exprimer. Ce qui va permettre de pouvoir... Il est rigolo, Terratech, il fait des allers-retours avec sa machine. Et du coup, ce qui va nous permettre... Vous voyez un peu là, quand je casse, en fait, je sépare facilement les deux horizons. Vous voyez? C'est horizontal. C'est complètement horizontal. Vous êtes sur un sol à horizon. C'est-à-dire vous avez un horizon très chargé en matière organique avec un pourcentage de quasiment 100%. Et vous vous retrouvez avec quasiment quelque chose de minéral. Et du coup, il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de mouvement de matière dans ces sols-là. Donc tous les sols qui vont être sur des systèmes avec des horizons, en fait, sont des sols, en pédologie, on appelle ça des sols morts en fait. Vous voyez, c'est la caractéristique d'un sol mort, c'est ça. Elle est morte pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus de circulation de matière d'une manière verticale. Les choses se séparent. Et du coup, les sols de cette qualité morte, quand on les laisse pousser sur leur climax, en fait, ça va être les sols où vous allez avoir des pins, des bruyères, des fougères. Et toutes ces plantes, ce sont des plantes archaïques. Ce sont des plantes qui remontent à la nuit des temps. Ce ne sont pas des plantes avec des fleurs évoluées. Nous, ce qu'on veut, c'est des sols bruns, le type, ce qu'on appelle les sols bruns. C'est-à-dire, c'est des sols dans lesquels il n'y a pas d'horizon. Et quand vous posez la matière organique à l'automne, dans la forêt, et que vous revenez à l'automne d'après quand les feuilles, il ne reste plus aucune feuille. Tout a été digéré, tout le turnover est passé. Dès que la matière organique commence à s'accumuler comme ça, c'est un problème de non-vie du sol en fait. Dans un cas de figure comme celui-là, ce n'est pas lié à la génétique du sol, c'est lié à la pratique culturelle des jardiniers, qui eux se foutent de faire du sol. À la limite, s'il est un peu dur, c'est pas plus mal, comme ça ils ne s'enfoncent pas. S'ils étaient sur un sol maraîcher, les footballeurs perdraient beaucoup en efficacité parce qu'ils s'enfonceraient avec leurs crampons, quoi, et ils perdraient en... C'est pas le but en fait, le but c'est d'avoir un sol tassé, donc là tout va bien, quoi. Mais si vous avez ça, vous, dans votre jardin, vous avez intérêt à vous poser des questions si est-ce que de ramener de la matière organique sur un sol comme ça sans travail du sol, alors que la matière organique est déjà là sur le sol, n'arrive pas à s'incorporer, est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui mettrait en valeur le sol? Vous voyez? Le sol vous dit qu'en fait, dans sa condition structurale et pas texturale, il n'arrive pas à absorber la matière organique. Et du coup, si je reste sur un concept complètement idéologisé, en fait, qu'il faut apporter de la matière organique et c'est comme ça qu'on relève les sols, donc une espèce d'idéologie qui est née d'exemples concrets, mais qui est devenue idéologie parce qu'elle est sortie de son contexte, et qu'à cet endroit-là, je dis, ben, c'est super, j'arrive ici, ah ben génial, je suis sûr que du déchet vert, ils en ont une montagne ici, il y a des grandes chances qu'ils aient un tas de déchets verts dans un coin du parc, parce qu'obligatoirement, ils passent la tondeuse tout le temps, ils coupent des branches et machin bidule, et je me dis, bah, je vais poser la matière organique sur 10 cm, trop cool, et je vais prendre une bâche plastique, forcément, parce qu'il faut gérer l'herbe, et je vais planter dedans. Puis je vais mettre du goutte à goutte, je vais mettre le dosotron, je vais mettre, je sais pas moi, une serre de je sais pas combien de millions dessus, et puis je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça pousse en fait. Et ça va aller. Enfin, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que la matière organique va s'accumuler, vous allez renforcer le défaut, et ce qui va risquer de se passer, c'est quand vous mettez beaucoup de matière en décomposition, vous allez avoir des traînées noires qui descendent, qui sont en fait des phénomènes de lessivage, qui vont colorer avec des acides humiques en profondeur, et vous allez avoir les vers de terre qui vont faire des tubules, qui vont chercher à tirer ça vers le bas. Et du coup, le potentiel génétique, non seulement il ne va pas s'exprimer, mais en plus, vous allez renforcer le défaut de l'endroit qui n'absorbe plus la matière organique. Et donc là, dans un cas de figure comme ça, il faut comprendre pourquoi ça ne s'absorbe pas en fait. Pourquoi cette matière organique, en fait,
n'arrive pas à rentrer dans le sol. Qu'est-ce qui fait que ça ne rentre pas dans le sol en fait? C'est ça qui va me préoccuper avant même d'imaginer la culture que je vais mettre dessus, avant même d'imaginer le matériel que je vais planter dessus, avant même d'imaginer d'apporter de la matière organique. Mais dans un autre profil de sol, on aura certainement une autre réalité. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'utilisez pas une bêche avec un minimum d'observation sensible de la terre et avec quelques connaissances qui permettent de lire, qui sont ce que je vous ai dit, la texture, la structure et la stabilité structurale, qui vont être des premiers indices qui vont vous aider à faire ça. Pour moi, je ne sais pas, vous, du coup, vous feriez quoi avec un sol comme ça? Concrètement, vous vous retrouvez là, ici, vous avez cette lecture, donc forcément, vous ne l'avez pas faite juste ici, hein. Vous avez fait plusieurs trous, parce que ça, juste un petit détail, le trou a de valeur que pour ici. Il n'a pas de valeur là où tu es assis, ou encore moins là-bas. Donc ça nécessite de se déplacer à l'intérieur de son sol, refaire des profils un peu plus loin pour à un moment donné localiser les zones et faire une zone. La zone compacte, elle est jusque là. La zone pas compacte est là-bas. Et ensuite, ça à la tarière, c'est quand vous faites un profil pédologique, vous voulez aller, là on ne l'a pas fait, on n'aura pas le temps quoi. Vraiment un profil pédologique, mais il me semble que demain il y a quelqu'un qui va faire une tranchée. Donc vous allez avoir un profil pédologique, d'après ce que j'ai compris, quoi, qui va vous expliquer jusqu'à la roche-mère pour voir la génétique. Et la tarière va nous aider à pouvoir, une fois qu'on a fait notre trou profond, nous déplacer sur la parcelle sans refaire un trou et aller voir profondément si c'est pareil. Mais ça, moi, je ne le ferai pas, j'ai pas le temps, je préférais m'attarder sur juste l'approche, on va dire, agronomique et pas rentrer dans l'approche pédologique, même si elle est indispensable. Parce que là, on n'abordera certainement pas l'approche climatique et pas l'approche de la proximité des réseaux et tout le reste. Ça va être trop court, quoi. Et du coup, juste pour dire, vous feriez quoi? Donc là, vous arrivez ici et vous imaginez qu'en fait, cette réalité, c'est une réalité sur une surface que vous avez déterminée de 200, 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, quoi. Et du coup, vous vous retrouvez face à ce contexte-là et vous vous dites, ben voilà, moi j'ai envie de légumes, j'ai envie que ça pousse, j'ai envie que ça me coûte pas cher, et j'ai envie de faire un petit billet pour pouvoir au moins arrondir mes fins de mois ou éventuellement dégager un revenu, quoi, suivant à quel niveau on est d'installation. Donc, je vous laisse... D'accord, mais là, par rapport à ce sol-là, Quelque chose pour décompacter, enfin, un gros labour. Donc du coup, ce que tu dis, aérer le sol, quoi. ouais, tu changes, je me dis. Ah, toi, par exemple, ce que tu ferais, c'est que tu passerais pas par un outil mécanique, tu passerais par un outil Bah, biologique, pas une plante. végétal. C'est-à-dire que toi, tu mettrais en place Après, un semis du sol. Alors, on continue sur le raisonnement de mettre après, on viendra après. Le problème, enfin, ça rentrerait pas là. non, c'est que déjà, si tu veux installer une plante dans un endroit où il y a des plantes, il risque d'y avoir un problème de concurrence réelle, c'est-à-dire que les vivaces ne vont pas être copains avec ta plante cultivée, quoi. Donc il y aura obligatoirement une destruction des vivaces. Vous voyez, vous aurez obligatoirement une destruction des vivaces. Et après, l'autre question, c'est est-ce qu'une fois que j'ai tué les vivaces, et là on discutera comment on tue les vivaces, est-ce que la racine de la plante va pouvoir se développer dans un endroit où il n'y a pas d'air, en sachant que les racines de plantes se développent dans l'air du sol et pas dans le sol. Et du coup, même si elles ont un pouvoir de structuration forte, elles ne vont pas réussir à rentrer parce qu'en fait, il n'y a pas d'air dessous, quoi. Tu vois? On peut en faire, enfin, je peux pas. Il faut qu'il y ait des vers de terre qui aient préparé le sol, en fait. Il faut qu'il y ait une fissure qui se soit faite comme j'ai fait là. En fait, tu vois, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'air parce que ces racines, elles respirent. Et du coup, elles ne peuvent pas rentrer dans un endroit où il n'y a pas d'air, en fait. Et puis une racine, c'est quand même gros. Tu vois, quand ça pousse. Et du coup, même si c'est petit, c'est quand même pas nanométrique, en fait. C'est millimétrique. Et du coup, il faut que tu aies au moins des espaces du millimètre pour qu'elle passe. Donc du coup, après, toi, tu disais... Ce que je ferais là, Ouais. je bâche 6 mois en période poussante. Ouais. J'enlève
lave la bâche, je travaille le sol sur 5-10 cm. Je sème un engrais vert. D'accord. Ou un couvert. Et du coup, tu travailles que sur 5 à 10 cm. Donc tu recrées de la structure que sur ça en fait. Et le reste, tu espères que ça rentre. Éventuellement. Ça dépend du profil plus profond, quoi. Ça dépend à quoi ça ressemble plus profond. D'accord, ok. Eh ben, C'est un outil à dents. à mon avis, hein, mais on n'est pas rentré. Je pense que vu la gueule du sol, il est probable que, comment il s'appelle, ça va être de plus en plus dur au fur et à mesure jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive sur une autre zone complètement minérale différente, peut-être à 50 mètres, je sais pas. Sous-solé avec des dents. Alors voilà, donc là par rapport comment il s'appelle, à la bâche posée en période poussante, l'inconvénient de cette méthode, tu vois, de la destruction d'un couvert végétal avec, c'est que tu vas perdre une année. Ah bah oui. Et pas n'importe quel moment de l'année poussante de la croissance végétale qui, elle, va fabriquer du sol en fait. Et du coup, tu vas avoir ta bâche posée sur un sol qui va être humide quand tu vas la poser. Ça va continuer à minéraliser dessous parce que ça ne va pas s'arrêter. Et tu vas effectivement tuer tes vivaces parce que tu es en période d'été. Mais tu vas aussi continuer à diminuer le potentiel de fertilité du sol parce qu'en fait, tu ne vas pas créer de la structure et que tu vas favoriser la minéralisation. Et du coup, le coup de la bâche, ça peut marcher, mais comme tu es sur un travail du sol, tu vas faire quand même un travail du sol. Après, Pourquoi tu ne détruirais pas ton couvert végétal avec un vrai travail du sol? ouais, mais du coup, tu changes les horizons, là. T'es obligé, si tu veux plus qu'il y ait de repousse derrière, tu fais un labour. En fait. Pas forcément un labour. Tu peux très bien te retrouver avec un travail de surface qui va, comment il s'appelle, couper un discage et après derrière un travail avec des dents. Où tu vas aller, c'est-à-dire tu vas travailler 5 premiers centimètres pour tuer le couvert végétal dans une période un peu sèche. Derrière, tu vas faire un travail du sol avec... Ah merde, je me suis pas mis sur... c'est les impôts. Et du coup... à cette heure-là. Et du coup, c'est vrai qu'avec mes revenus, il faut que je sois vigilant. Surtout qu'ils savent que je suis près de la Suisse. Et du coup, le fait de faire un travail du sol, ça va permettre d'aérer le sol en profondeur. Donc je vais me retrouver avec... ça va être effrité. Ça va être mélangé par le discage à l'intérieur. Vous voyez, vous avez carrément un début de tourbière. Là. Ouais, on voit. Vous voyez, là, vous avez la matière organique qui est là depuis plusieurs années. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ça, vous êtes en train de faire une tourbière tout doucement et ça va être de la mousse au bout d'un moment. Après, c'est agréable quand on tombe au foot là-dessus, c'est plutôt moelleux, quoi. Mais si je veux faire du maraîchage, ça va être un peu léger, quoi. Et du coup, je vais me retrouver avec une terre qui va être comme ça. Voilà. À peu près. Si je l'ai sur 20 cm, ben c'est déjà pas mal. Hein. Tu vois. Éventuellement, si je veux finir de tuer les vivaces après avoir fait ce travail du sol, et que j'ai introduit à l'intérieur une substance du genre un compost de fumier d'animal pour apporter de la vie et amener de la matière, parce qu'il est probable que là, le turnover des éléments nutritifs est en stand-by, pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce qu'en fait la vie n'est plus là pour que ça s'exprime, je peux à ce moment-là, pendant l'été, poser une bâche et faire une culture de vente à espacement large. Courges, tomates, aubergines, haricots à rames ou autre chose. Donc je vais quand même avoir ma structure qui se fait. Comme j'ai fait un petit apport de compost et compagnie, j'ai de la matière pour lier un peu tout ça dessous. La vie avec l'irrigation va continuer à se faire. Et quand je vais sortir ma bâche, je vais avoir une terre à nu. Et à ce moment-là, je revérifie ma structure. Si ma structure n'y est pas, je remets un petit coup de travail du sol et je mets un couvert végétal d'hiver en fait. Ouais, En fin d'hiver. Comme ça, immédiatement, tu te mets sur une culture de vente. En même temps, tu commences à grader les sols. Et ensuite, derrière, tu bascules vers des itinéraires qui vont devenir de moins en moins travail du sol. Et ça, tu vas pouvoir le mesurer uniquement à l'instant T. À chaque fin de culture, tu vas te faire un profil pour voir est-ce que tu continues à maintenir une zone très organique et une zone minérale. Alors là, ça va être plus complexe à comprendre ce qui se passe. Donc il faut creuser plus profond. Ça peut être un problème, ça manque de calcium, ça manque de certains minéraux. On a une zone très compacte en profondeur qui garde l'eau et ça asphyxie tout, donc il faut drainer.
on va arriver sur des systèmes plus complexes. Mais ce qui va être l'élément déterminant, c'est qu'il ne faut pas que j'ai de structure massive. Je ne peux pas mettre en place un couvert végétal qui va structurer les sols sur une structure massive où ça va prendre des lustres, voire même elle va se retrouver envahie de chiens-dents et tu vas te retrouver avec des renoncules, des chiens-dents, des plantes qui vont être difficiles à se débarrasser. Et ta plante, ton CBD ou tes plantes à forte, elles vont faire des petits rendements et peu de pousses. Par contre, si tu mets un coup de pouce avec un travail mécanique du sol, et c'est là où on n'est pas obligé d'être avec un travail mécanique du sol, avec ses propres outils en fait. On peut peut-être trouver à proximité, ou un collègue, un autre maraîcher qui lui est mécanisé en bio, ou éventuellement un mec qui est en grande culture à côté, ou un entrepreneur. Bon, l'entrepreneur, si on lui fait faire 100 mètres carrés, le mec il va arriver, il pose le tracteur, le mec, ça y est, enfin, il ne peut même pas manœuvrer. En fait, il y a des mesures qui permettent, ou la location d'un petit tracteur à l'Oxam, tu vois, je sais trop quel, à Kiloutou, un truc comme ça. L'idée, c'est pas d'aller acheter un tracteur pour s'en servir deux fois. L'idée, c'est d'arriver après à avoir une dynamique des sols qui fait qu'ils sont aérés, avec un taux d'humus qui remonte, en sachant que l'élément qui va faire remonter le taux d'humus en profondeur et sur tous les horizons, c'est le tissu racinaire. Et du coup, après, on va rentrer dans cette logique des rotations de culture. Et quand on va penser nos rotations de culture, on va penser couvert végétal dans la rotation de culture. C'est-à-dire on va essayer de pousser le cran un peu plus haut de la dynamique du maraîcher. C'est-à-dire en plus de penser des cultures de vente à rentabilité immédiate, on va mettre dans l'équation le fait que en fait, ma culture de vente va devenir de plus en plus rentable et de plus en plus facile à mettre si je crée de la structure en profondeur avec un tissu racinaire. Et ce qui va amener un tissu racinaire, ce sont les couverts végétaux. Et donc dans les couverts végétaux, vous avez deux familles. Vous avez les vivaces d'un côté, donc c'est ce qu'on appelle les prairies, et vous avez les annuels, c'est ce qu'on appelle les engrais verts. Et dans chacun de ces grands groupes, vivaces et graminées, annuels, putain, graminées, vous avez une panoplie importante d'espèces. Et c'est tout un registre d'investissement. Et du coup, ce que moi je conseille, par rapport à des personnes qui s'installent, vous ne cherchez pas à aller vers des systèmes trop complexes. Donc, vous ne restez pas avec beaucoup de légumes. Vous voyez, dès la première année, vous ne vous dites pas je vais faire carottes, aubergines, poivrons, tomates, courgettes, pissenlit, scorsonère, salsifis, machin bidule, en fait tout ce qu'il y a dans le guide close ou dans n'importe quel catalogue de jardinier. Parce qu'en fait, ça va nécessiter des compétences énormes. Vous focalisez sur quelques plantes faciles à vendre qui sont tomates, aubergines, poivrons, haricots. Qu'est-ce qu'on a qui est facile à vendre? Choux, poireaux. Et salades. Salades qui sont faciles à vendre. Qui d'une manière générale, quand on les amène sur un marché et qu'on les réussit, on fait un billet, non? Vous confirmez le salsifis, non. Salsifis, c'est galère à faire lever, c'est galère à désherber et en plus ça se vend pas, quoi. L'endive, c'est pareil, quoi. Au prix de l'endive du voisin, en conventionnel, l'endive, c'est magnifique quand on découche une endive en hiver, mais c'est hyper technique. Et du coup, il y a des plantes, quand on s'installe, on les oublie en fait. On y pense plus tard. Et après, moi, ce que je vous conseille, et pas que je sois un fanatique du plastique, mais ça n'empêche que la culture sur bâche, c'est quand même hyper confortable. Alors j'entends toutes les critiques de la bâche par rapport à la pollution, à l'extraction, à la pollution, à la fabrication, à la pollution, à l'utilisation et à la pollution au non-recyclage. Vous avez une traînée karmique lourde. Avec quelques prières, on va pouvoir passer, mais ça va pas être garanti l'histoire, hein, parce que là, il y a du dauphin qui est en danger, quoi. Mais ça n'empêche que par rapport aux surfaces qu'on va utiliser, nous, en maraîchage, et si on n'est pas trop crado, qu'on les garde plusieurs années et qu'on les amène à recycler, on peut imaginer que l'impact sur l'environnement sera pas... Enfin, on peut se donner toutes les bonnes... Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'empêche que pour débuter le maraîchage, moi j'ai connu l'époque où on n'avait que le plastique non biodégradable et jetable, qu'on déroulait au plastique sur travail du sol. Et donc toutes les bâches tissées, les bâches d'ensilage, tout ça, déjà ça ne s'utilisait pas.
Ça devait à peine exister et en plus on n'imaginait pas les utiliser. C'était que les horticulteurs qui utilisaient ça. Et dans les années 2000, on a commencé à les introduire dans les SIC et aujourd'hui c'est assez facile de les acheter. J'ai connu cette époque où on rentre à la charrue, on prépare les sols, on désherbe, on sème et on fait tout terre à nu et avec un peu de plastique. Et bien je peux vous dire que putain de merde, c'est quand même la vie, elle est dure. Enfin, c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer parce que ça demande beaucoup de technicité et compagnie. J'ai connu le maraîchage où on a réussi à créer une structure comme ça par un travail du sol et qu'ensuite on l'a stabilisé par un couvert végétal et éventuellement un apport de matière organique léger avec, moi je conseille plutôt les composts d'origine animale en fait parce qu'il y a une flore microbienne que vous n'aurez pas dans le strictement végétal grâce à la panse des animaux quoi. Alors là c'est toujours pareil, pour trouver un bon élevage, des fois c'est pas possible. Parce que vous vous retrouvez avec des bêtes qui sont maltraitées et du coup ça se traduit par un fumier dégueulasse qui empoisonne les sols plutôt qu'autre chose. Mais avec un peu de chance, vous avez une personne en conventionnel qui bosse bien ou un mec en bio qui bosse bien. Et du coup ça composté, ça va dynamiser les sols à fond. Et ensuite, vous abusez d'une manière honteuse de la bâche. C'est-à-dire vous vous retrouvez avec du 100% bâche au début. Donc vous oubliez la carotte. La poésie, elle est que tu es en train de créer un lieu et que tu es en train de monter en compétence et que tu n'es pas en train de te dégoûter dès la première année et que tu n'es pas en train de t'amener au burn-out tout seul parce qu'en fait, quand tu te réveilles le matin tout seul, alors que tu as été sur des fermes de mecs qui avaient 20 ans ou 30 ans de bouteilles plus 5 stagiaires, tu vois, et du coup qui pouvaient faire les barbeaux à désherber 2 trucs, machin mille, 1 parce qu'ils savaient faire et 2 parce qu'ils étaient aidés, et que toi tu te retrouves tout seul sur ton petit terrain qui te paraissait petit mais qui en fait est gigantesque une fois que tu l'as mis en culture et que tu arrives à peu près au mois de juillet où la lumière est en train de te quitter, donc le moral est en train de chuter, où le mildiou est en train d'arriver, où le phénomène que je ne connaissais pas mais que j'ai vécu plein de fois et que j'ai appris du 5e bouquet de faire un azote, le fameux 5e bouquet, tu vois, donc tu as la 5e colonne et tu as le 5e bouquet. Et du coup tu te retrouves avec la tomate qui déprécie, avec le mildiou qui arrive et tout le reste. Et que tu as l'herbe qui a grandi partout et que ceci et que tu ne peux pas désherber, enfin je sais pas moi, je vois il y a 3 installés là depuis longtemps, vous avez tous connu ces situations, j'imagine, ou toi aussi, ou je sais plus qui c'est qui était installé, là je me souviens plus, excusez-moi, des personnes, je sais qu'il y a 2-3 personnes qui étaient installées, vous avez toujours tous connu ces endroits où on est débordé de travail, on en a plein le cul parce qu'en fait ça ne se vend pas, les gens sont tous partis en vacances, ils n'ont rien à foutre de votre gueule. Ta copine, elle a pris les gamins, elle est à la mer. Et toi, tu es comme un con en train de gratter 4 billets pour juste acheter un paquet de clopes, tu vois, au bout du compte, et qu'à un moment donné, tu sors de ton habitat pourri, si tu as un habitat, dégueulasse, tu es un remède contre l'amour, tu pues la sueur, quoi. Je vais te dire, tu as de la terre jusque dans le slip, et tu sors dehors et tu te dis, oh putain, oh putain. Tu tournes ta tête et tu vois les carottes dans l'herbe, oh nom de Dieu, quoi. Et tu vas vers les tomates, oh putain de bordel de merde, il me reste que 1 cajot de tomates à vendre parce que tout est malade. Tu vas vers les salades, oh nom de Dieu, le chevreuil il est passé, il t'a bouffé les 3 pommes qu'il y avait quoi. Tu vois, et tu es là, tu te dis, je vais arrêter ce métier de con. Parce que là tu te dis, c'est un vrai métier de con en fait. Tu as bossé comme un con du mois de mars jusqu'au mois d'août, et tu te retrouves, tu as le jardin le plus minable du monde. Tu vois, moi quand je me suis installé j'ai commencé en 2000 à être à mon compte, en cotisant, je me suis installé en 2003. J'ai bossé comme un con. 2003, je ne sais pas si vous savez, mais c'était une grande sécheresse. Donc j'avais un vieux Bernard, un moteur Bernard avec une courroie qui pétait, une seule rampe oscillante, tout seul. J'avais pas d'argent pour acheter des raccords de trucs, donc je débranchais les raccords PVC, je démontais le moteur, parce qu'il était trop lourd pour le démonter, donc je démontais les pièces, pas tout le moteur, mais le moteur d'un côté, la pompe de l'autre pour le déplacer, je déplaçais la rampe oscillante, je galopais comme un con. Toute la journée. Et au mois d'août, au mois de septembre, quand le mec il est venu, tout était dans l'herbe. La panique, tu vois, donc elle porte bien son nom, la panique. Et tu es là, tu vois, tu as honte, toi, tu te dis, mais c'est le jardin le plus minable du monde, en fait, tu vois, c'est le truc le plus sordide qui puisse exister, quoi. Tu es là. En fait, la nature, elle est clémente, quoi, tu vois. Tu as une carotte que tu arrives à vendre et ça te fait 2,50 € qui te permet de payer l'essence du camion pour aller là-bas, en fait, tu vois, c'est un mode de survie total. Et t'as le mec, il arrive, le contrôleur, il te regarde, tu sais, pour t'installer paysan, et il fait ça. Comment lui dire, tu vois, comment lui dire qu'en fait il va faire faillite. Tu vois, c'est le mec.
Et il fait de gentiment, vous arrivez à vivre avec ça? Et là, oui, enfin, vivre, ça dépend ce qu'on appelle vivre. Une caravane, manger, dormir, tu vois, toucher le chômage, oui. Tu vois. Effectivement. Et tu vois, et donc il va voir l'autre contrôleur, c'était des vieux contrôleurs qui devaient être morts maintenant, tu vois, et ils étaient devant la retraite, il va voir l'autre contrôleur du coin. C'est un pote à lui, il mange au repas, il dit putain j'ai croisé un mec, je suis un peu inquiet quand même, je sais pas si je vais pouvoir lui donner l'autorisation de s'installer quoi, tu vois, parce que moi je suis au contentieux, j'ai pas envie de me retrouver au contentieux avec une dette. Et l'autre il lui a dit, t'inquiète pas, c'est une installation à la force du poignet, tu vois, donc heureusement il me connaissait, il a dit celui-là il va s'en sortir parce que c'est un vaillant quoi, tu vois. Et du coup quand je l'ai rappelé, il m'a dit, je voulais pas vous la donner mais mon pote il m'a dit ça, donc je lui fais confiance. Donc juste pour dire que comment il s'appelle, le non plastique, la non-connaissance, tu vois, ce sont des outils qui nous amènent à des situations où si tu n'as pas une vaillance en toi quasi sacerdotale, tu vois, vraiment du genre, tu es un curé, tu es le curé de la bio, quoi, donc tu casses les couilles à tout le monde sur la fin du monde, tu es obstiné, tu bouffes plus, tu as diminué ton taux de viande, tu réduis à rien ta consommation, c'est pas difficile, tu n'as pas d'argent. Et le peu d'argent que tu as, c'est pour la Biocoop, pour acheter des pâtes, du riz camarguais et des pâtes premier prix, quoi, tu vois, avec une boîte de thon. Et tu bouffes du légume et tu bouffes du légume. Tu vois, si tu n'as pas ça, en fait, tu deviens dingue, en fait, tu vois. C'est pour ça que je reviens à la bâche plastique sur une terre structurée, dans laquelle on a su mettre de la porosité, parce que, comment il s'appelle, on a compris que la stabilité structurale et la structure, on va pouvoir développer un peu de revenus avec moins d'efforts et moins d'investissement, et peut-être qu'on arrivera à passer le bizutage de la nature et du métier, qui fait qu'à un moment donné, on va se retourner dans son coin, parce que je vais quand même finir sur une note positive, c'est que le terrain de foot qui était là, il s'est transformé en jardin, dans lequel il y a une vie sociable, je dégage un petit revenu, putain, les bâches ont réduit, c'est-à-dire j'en mets moins, parce qu'en fait j'ai appris à travailler différemment, les carottes j'arrive à les faire pousser, et j'ai des fleurs, j'ai un arbre sur lequel je puisse me poser, j'ai une balancelle où je peux pousser mon amoureuse, quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui ressemble à un jardin, il n'y a pas quelque chose qui ressemble, je sais pas moi, à un champ de bataille, un endroit où je suis mort, et au bout du champ, il y a ici J. Ducon qui s'est battu pour sauver la bio dans le monde, quoi, tu vois le truc. Et il était quoi? Ben, il est mort célibataire, hein, tu vois le truc. Ah bon? Ben, c'est pas étonnant, hein, je veux dire, le truc, ça l'a étonné que lui, quoi, qu'on ne pouvait pas l'aimer. Tu vois, et c'est hyper important de, comment il s'appelle, de mettre en place quelque chose, vous voyez, qui réponde à ce que vous aviez envie au départ. Et pour ce faire, on a abordé là juste l'approche du sol parce qu'il me semble que c'est fondamental. Et comment il s'appelle, le maraîchage, c'est un métier qui est complexe, qui nécessite plus d'1h30 pour pouvoir en parler, quoi. Vous voyez, ça nécessite presque une vie en fait, et puis ça se remet en question tout le temps. Mais je pense que le fait de prendre du temps, de réfléchir sur ce que l'on fait, et pas juste reproduire ce qu'on nous a dit de faire, de comprendre pourquoi on le fait, et quel sens ça a, ça peut aider à ne pas se retrouver dans des situations où vous êtes prisonnier de quelque chose qui ne produit pas, alors qu'il y a un potentiel de production, il y a un potentiel de vente, dans lequel vous pouvez dégager suffisamment de revenus pour avoir une certaine liberté par rapport au marché du travail, et avoir une autonomie, une indépendance de pouvoir être libre dans votre truc, sans pour autant être des esclaves à votre compte. Vous voyez? Parce que c'est le grand challenge de ce métier, c'est pas de devenir esclave à son compte. Vous voyez, on fuit souvent un système plus ou moins asservissant, voire esclavagiste. C'est pas pour après se retrouver dans un système dans lequel on est son propre esclave sans couverture sociale. C'est-à-dire pas de chômage, pas de retraite, malade, une couverture à 2 balles et ainsi de suite avec la MSA, quoi. Il faut le savoir quand même, vous allez payer de la MSA, mais vous n'allez pas payer cher, mais vous êtes un petit américain, quoi. Vous êtes un freestyle, quoi. Je veux dire, vous allez vous retrouver. Et du coup, prendre le temps d'accueillir un lieu, de le comprendre, de l'aimer quand on le découvre, de se dire j'ai vraiment envie de faire mon trou là, et de, comment il s'appelle, de prendre le temps de l'observer, de l'étudier, et d'aller à la rencontre de gens
qui ont déjà fait ce travail-là pour que vous accélérez votre travail, puisque là, c'est qu'une, comment il s'appelle, c'est qu'une introduction en fait à tout ce que l'on pourrait dire sur le lieu, va vous permettre, je l'espère, dans vos projets, de pouvoir réaliser un jardin, et quand je dis bien un jardin, dans lequel vous pourrez vous réfugier face à tout ce que vous acceptez plus dans la vie en général en fait. Et pas que vous vous retrouviez dans une espèce d'endroit qui est à l'inverse de ça en fait. C'est-à-dire, j'acceptais pas ça, mais je l'ai amené chez moi en fait. Et du coup, en plus, j'en suis le seul père, et ou la seule mère, et il faut que j'en fasse ce que je peux avec ça. Vous voyez? Et du coup, l'installation, c'est quelque chose de grave et d'important en fait. C'est une vraie relation amoureuse en fait. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui est de l'engagement amoureux, vous voyez, quand vous vous engagez avec quelqu'un, il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre des risques, mais vous ne vous engagez pas avec la première personne qui passe en fait. Et vous ne voulez pas engager une relation d'amour sur j'ai vu un truc sur YouTube, a priori, faire l'amour c'est comme ça. Tu vois le truc, ça ne nous viendrait pas à l'idée en fait le truc. Avec du plastique, au début, effectivement. C'est vrai que ce plastique est assez présent partout. Hein. C'est vrai qu'au début, il vaut mieux le plastique. Ouais. Surtout à nos âges. Mais pour autant, tu prônes le sensible et nous écouter. Moi, je donne mon exemple. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai choisi un terrain. Oui. Par intuition. Oui. Le lieu, je sais pas, il m'a inspiré. Je me suis dit, je me mets là, mais je vais pas regarder le sol, j'allais regarder. Et alors? Et pas le climat. Le climat, c'est dur. Oui. Le sol, j'ai un peu de la chance, mais au final, je sais pas, est-ce que des fois, dans cette agriculture du sensible, suivre son intuition, des fois, c'est pas... Bon, ça peut être mauvais, ça aurait pu être pire encore le climat. Là, tout ce qui est domaine de l'intuition, ça va dépendre de ce que tu connais en toi et de la manière dont ton cœur t'a parlé précédemment dans ta vie. Tu comprends? Je veux dire, il y a des personnes qui sentent les choses. Elles n'ont pas besoin de passer par un grand raisonnement pour sentir que c'est là qu'il faut qu'elles soient. Tu vois? Et je sais pas moi, il y a une connaissance de soi qui fait que dans les expériences qu'on a vécues, en fait, on n'a pas passé tout au profil de l'analyse pour pouvoir sentir que c'est là où on devait être. Tu vois? Cette partie-là, elle est forte, elle est très forte. Mais elle est peut-être chez monsieur comme ça, chez toi autrement, chez moi autrement. Elle est propre à chacun. Alors moi, forcément, c'est ce que je te disais au début. La première chose, c'est le coup de cœur en fait quand tu arrives dans un endroit. Avant même de rentrer dans la bêche, il y a le coup de cœur. Ce coup de cœur, il peut être complètement sur putain, une autoroute, j'ai pas envie. Tu vois, ou je sais pas moi, ou des bâtiments derrière moi, j'ai pas envie, ou ce ciel là, il m'énerve. Enfin, je veux dire, mais ça peut être plus fin que ça en fait, tu vois, ça peut être putain, je sais pas ce qui se passe. Tu vois, moi quand je suis arrivé dans mon terrain, c'est pas forcément le meilleur endroit au monde pour faire du jardin, mais j'en avais vu plein avant, et quand je l'ai vu, on était à deux à l'acheter, donc la personne avec qui j'avais des enfants, quoi, tu vois, qui elle fait pas du maraîchage, et les deux devaient rassembler leurs désirs en fait. On était là, et sans rien dire en fait, il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre comme toi. Tu vois, tu te dis. Alors après, moi j'avais fait déjà du maraîchage, donc je voyais qu'il y avait de l'eau, c'était la terre fine. J'ai vu que c'était mal exposé, je me suis dit, bon, mal exposé. Mal exposé, oui, mal exposé, laisse tomber les raclés que je prends, quoi, tu vois, avec ça, quoi. Mal exposé. Mais ça n'empêche que, mine de rien, en 24 ans, j'ai réussi à m'épanouir, quoi. C'est pas parce que le lieu est imparfait qu'on va pas s'y épanouir, en fait. Mais il faut qu'il soit parfait pour soi. Tu vois, il faut qu'il soit parfait à ce que tu veux, toi. Moi, je vis en caravane. J'ai pas de loyer, pas d'impôt, plus d'enfants. Je suis au micro-BA non assujetti à la TVA. Je vais dire, en termes de charge, je suis... tu vois, il faut que j'amortisse un camion. Tu vois, mon grand souci, c'est renouveler mon camion. Tu vois, et du coup, forcément, le biotope dans lequel je suis, il aura moins d'exigences que si j'avais voulu avoir une maison, je sais pas moi, un revenu conséquent et compagnie. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, moi, chez moi, j'arrive à 40 000 euros. Pour dépasser les 40 000 euros, ça va être difficile en fait. Il y a des freins climatiques où il faut que je change toutes les serres, que je mette des serres à toit ouvrant, double gonflable, que j'investisse et compagnie. Mais tu vois, il y a un moment donné, il
il gèle, il a déjà gelé jusqu'au 25 mai et il te gèle au 14 octobre. Donc quand tu es maraîcher, ça réduit vachement ton temps de travail en fait. Un autre, c'est il n'a pas d'eau. Un autre, il n'a pas de terre. Un autre, il y a le vent qui lui arrache tout de suite. Un autre, il a tous les beaux légumes du monde, mais le premier zone de vente, elle est à 200 km. Et il faut qu'il prenne des petites routes et compagnie. En fait, tu vois, il y a des facteurs limitants, il y en a plein. Après, est-ce qu'on peut s'en accommoder? Est-ce qu'on va être capable de supporter ça ou pas? Moi, l'idéal, c'est un sol plat, alluvionnaire, avec de l'eau en abondance, et avec les gens qui t'achètent les légumes là-bas, là. Tu vois, là. C'est-à-dire là, tu mets une super haie autour, donc tu vois plus la truc, plus rien. Au milieu, tu as posé ton bâtiment que tu voulais pour vivre, tu vois. Et puis, quand tu veux vendre, tu ouvres la grille. Tu poses les paniers, ils sont bons. Et de temps en temps, ils viennent t'aider pour récolter les légumes et tout, parce que juste à côté, là, c'est royal, quoi, tu vois. Enfin, mais j'en connais pas beaucoup. J'en connais quelques-uns qui ont cette chance-là, mais c'est pas la majorité, quoi. Je doute que vous soyez dans la majorité comme ça, quoi. Tu vois, et donc forcément, à un moment donné, c'est le challenge, tu tentes le coup, quoi. Tu tentes le coup. Mais en tous les cas, si tu es sur une terre qui est tassée, que tu as les cailloux qui sont juste là, tu vois en surface, que tu n'as pas d'eau, que tu n'as aucune connaissance en maraîchage, et que tu as été juste formé en ligne par une formation, ouais, ça peut le faire. Mais voilà, et ça va être, ça peut, mais il faut que tu aies une putain de force si tu as des gens qui sont hyper créatifs et qui... Voilà, moi je sais qu'il faut un minimum d'expérience, un minimum de connaissances, et avec ça, se donner les meilleures chances pour pouvoir réussir son projet en fait. Pour qu'après tu puisses t'épanouir dans ton truc et que tu puisses tout imaginer. Je vous dis ça parce que quand même, en maraîchage, mine de rien, on a beaucoup de burn-out. Hein. Enfin, c'est pas pour inquiéter, mais en quelques années d'installation, on peut se retrouver avec des gens qui comment ils s'appellent, qui n'arrivent plus en fait à faire ça, quoi. Donc, c'est en ça que je dis qu'il faut prendre le temps de se poser, de regarder l'endroit, de le choisir, de produire, de faire des outils simples dans lesquels il y ait peu d'investissement. Tu vois, moi quand je vois par exemple des installations à des 100 000 euros et que je convertis ça à 2,50 € le kilo de légumes en moyenne, et je me dis qu'il va falloir en remplir quand même des camions pour rembourser 100 000 euros, quoi. Et c'est 100 000 euros sans les intérêts, quoi. C'est-à-dire vous montez à 120, 130 000 euros, j'imagine, j'ai un fait de crédit, mais j'imagine que ça vit ça comme ça. Et donc ce qu'il y a de sympa dans les outils qu'aujourd'hui beaucoup d'entre nous proposent, c'est qu'on a des outils à faible investissement sur des systèmes à valeur ajoutée comme les AMAP et compagnie qui peuvent potentiellement nous faire dégager un revenu. Et après, en France, on a toujours la possibilité de la transition, de commencer. Alors là, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à l'Ariège ici, mais on peut très bien commencer avec un RSA et une cotisation de solidarité et comment il s'appelle, et une installation modeste, quoi. Enfin, une installation modeste qui permet de se donner la liberté ou un double actif. Aussi, on peut avoir un mi-temps dans l'activité qu'on faisait avant, on maintient une certaine sécurité financière avec ce mi-temps, et ensuite on a une installation plus modeste, et tout doucement on la fait monter, et on devient exploitant agricole tout doucement, quoi. Alors après il y a des problèmes de DJA suivant les âges qu'on a et compagnie, on a des deadlines plus ou moins longues. Mais en tous les cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est des itinéraires simples avec des bâches, sur des modèles qui sont plutôt, on va dire, avec des plantes faciles à cultiver. Donc on évite tout ce qui est carottes et tout le reste. Et avec au départ un investissement qui ne vous enchaîne pas un lieu, avec une pression de remboursement trop forte, qui fait que vous pouvez vous retrouver contraint à faire ce que le banquier dit et pas forcément ce que votre cœur dit, quoi. Et ensuite, c'est à la créativité, à la sensibilité de chacun. Et je vois, quand on visite les jardins, tous les jardins que j'ai visités, en fait, reflètent l'âme de ceux ou de celles qui la travaillent.
Et on imprègne totalement de soi un jardin, parce que c'est un endroit où on est seul à y travailler ou à plusieurs en tous les cas, et du coup on s'y investit à la manière dont on est. Donc on voit le marché, on voit le jardin de celui qui n'est pas hyper technicien, on voit le jardin de celui qui a peur de manquer, on voit le jardin de celui qui veut prouver que... On voit le jardin de celui qui est ancré, on voit le jardin de celui qui est dispersé, on voit le jardin de celui qui en a plein le cul, qu'on sent qu'il est temps qu'il faut que ça s'arrête. Parce que tout est usé, et c'est comme lui, il n'en peut plus, ou elle, quoi, j'en ai visité. C'est plutôt des jardins tristes, c'est en bout de vie, ça n'en peut plus, quoi. Et puis on voit des jardins de gens qui en fait se sont réalisés dans leur jardin, et ils sont plutôt rayonnants au milieu, et c'est celui-là que je vous souhaite. Celui dans lequel, en fait, qui vous ressemble le plus sur quelque chose qui vous a fait grandir en jardinant. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez commencé à planter la bêche dans le terrain, et 10 ou 15 ans après, en fait, vous avez grandi dans ce que vous espériez devenir, quoi. Et donc, je suppose que tout ce qu'on espère devenir, c'est mieux dans sa peau. Plutôt beau. C'est quand même sympa de se trouver beau, quoi. Et puis de s'aimer aussi, et d'aimer ce qu'on fait, et de ne pas être aigri, quoi. De se dire, en fait, plutôt chouette la vie quand je me réveille le matin, ça va, quoi. Tout va bien. Enfin, je veux dire, je me sens bien là où je suis. Après, ça se mesure avec rien, ça, en fait. Il peut y avoir l'eau qui est rentrée dans la maison toute la journée, et puis on est super heureux, en fait, parce que justement, on va aller voir les carottes, on se dit, putain, une pluie de perles. Tu vois, l'autre, tu as des champignons qui ont poussé parce que tu as dormi dans une caravane pourrie, et là, tu es tout content parce que tu as une pluie de perles au printemps, avant la première gelée, quoi, tu vois. Et du coup, ça va dépendre de chacun. D'autres, c'est les rangs bien droits, d'autres, c'est une serre bien faite. D'autres, c'est un compte en banque qui gonfle, enfin c'est chacun son truc. Mais jamais oublier ce côté que votre jardin, c'est le vôtre, que le vôtre. Et vous devez y grandir dedans, comme vos plantes. Vous devez vous y épanouir et y grandir dedans. Ne serait-ce que pour, comment il s'appelle, vous développer dans votre vie et pas arriver à du burn-out ou des douleurs physiques ou autre chose, ou des séparations de couple, parce qu'on est allé trop loin dans quelque chose, mais aussi parce que ce qu'il faut que vous sachiez au fur et à mesure du temps, c'est que votre jardin est aussi un exemple pour d'autres. Il y a aussi ce truc, on est les fers de lance d'une population qui voulons quitter l'industrie pour aller vers autre chose qu'un modèle strictement urbain ou industriel et tout le reste. Et du coup, on est un espèce de retour à la terre de personnes à qui on a arraché la terre depuis le XVIe siècle. Donc le monde paysan, il a commencé à être abattu dans le XVIe siècle, en Angleterre, en Italie. Et du coup, aujourd'hui, le monde paysan, il est réduit à peau de chagrin. On est tous cantonnés dans des villes. Et d'où, je suppose pour la plupart d'entre vous, vous êtes des néo-ruraux, je suppose pour la plupart, peut-être certains sont des fils de paysans, mais la plupart d'entre nous, on revient à la terre. Et du coup, on va créer des jardins qui vont servir d'exemple pour d'autres. Et donc plus il sera réalisé dans quelque chose d'épanouissant, plus peut-être que ça fera des cortèges de gens qui se disent pourquoi pas tenter la terre en fait. Pourquoi pas, et si on revient en nombreux dans les campagnes, on peut recréer un tissu économique, on peut recréer une sphère totalement différente de celle qu'elle est aujourd'hui, où c'est désœuvrant en fait. Je veux dire, moi je suis à la campagne depuis tout le temps et c'est désœuvrant en fait. Il ne se passe rien. Enfin, les campagnes, là je suis venu en avion chez vous, il faisait beau. Donc j'ai traversé la France, une partie de la Suisse, le Jura, et je suis arrivé ici. J'ai vu des champs à perte de vue, j'ai pas vu un tracteur. Donc c'est complètement dingue. Tout est travaillé sur des kilomètres carrés et il n'y a pas un humain dans les champs. Les humains, vous les voyez dans des bagnoles sur les routes. Du coup, ils sont où les jardins en fait? Ils sont où les gens qui travaillent la terre en fait? Ils n'y sont plus en fait. C'est des machines qui les remplacent tout doucement et nous les humains, on nous ramène dans des endroits totalement urbanisés avec un imaginaire très urbain en fait, de l'intelligence artificielle, de je sais trop quoi. Et on perd cet imaginaire de la terre en fait. On perd cet imaginaire du beau, cet imaginaire de la plante et compagnie. Parce qu'en fait on ne peut pas l'avoir puisqu'on ne le vit pas. Et du coup chacun d'entre nous, si on arrive à recréer cet imaginaire, on pourra refaire une culture de la terre. On pourra raconter des contes. Il était une fois un homme qui est arrivé en caravane dans un terrain, et ainsi de suite, mal exposé. Enfin, je veux dire, on pourra recréer
des contes, des histoires, des poèmes qui sont tournés vers la terre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est des déracinés qui cherchons à nous renraciner dans la terre avec très peu de compétences de la terre puisqu'on ne les a pas, puisque ce n'est pas notre métier premier. Et du coup, il faut qu'on s'entraide les uns les autres, comme des rencontres comme ça, pour pouvoir se donner des astuces, pour que chacun crée son jardin à lui, mais pas copie le jardin de l'autre en fait, pour qu'il y ait vraiment quelque chose, à mon sens, qui soit singulier et qui émancipe de la normalisation, qui fasse qu'en fait, non, un individu c'est riche, c'est coloré, ça peut produire des choses différentes et compagnie, et je vous le prouve, parce que la carotte, je la cultive comme ça, et ma copine la cultive comme ça. Et pourtant, tous les deux, on a de la carotte. Vous voyez, et c'est ça que je trouve de génial dans nos petits jardins, c'est que c'est une ouverture à une mosaïque inimaginable de la diversité, de créativité, qui peut permettre, et je pense que ça passe par cette idée qu'en fait, on n'est pas que raison, on n'est pas que objectif, on n'est pas que rendement, on est aussi des êtres sensibles, avec tout un monde intérieur qui a besoin d'être investi, accueilli, et qui doit s'exprimer vers l'extérieur dans quelque chose de créant, qui en l'occurrence est le jardin. Voilà.